Hey Jerry, les Radio Yes. Pirate News sont présentés par... Alors, Pavé Concept. Pavé Concept, c'est le plus grand choix de produits en vrac au Québec. De la belle terre à gazon, de la belle terre à jardin, des mélanges à plantation, du concassé, de tout ça. C'est le seul endroit au Québec où on offre un site 100% transactionnel où vous pouvez acheter directement en ligne. Wow! Encore plus, il y a un code promo, il ne faut pas l'oublier. Le code promo PIRATE. Obtenez 15% de rabais sur les produits en vrac, en ramassage ou en livraison. Donc, allez directement sur pavéconcept.ca. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Radio Pirate News. Petit bout, on a fait une petite heure aujourd'hui parce que c'est le tournoi de golf de Jeff. C'est le Jeff Open à la tempête pour les œuvres Jean Lafrance. Et on a fait ça plus tôt ce matin. Donc, on vous offre un petit bout sur la version pirate free de Radio Pirate. Let's go. Dans un monde normal, on ne s'occupe pas de tous les sondages qui peuvent sortir. C'est juste que la raison pourquoi on parle des sondages beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de changements de personnel dans les partis politiques et ça nous confirme ce qu'on vous dit depuis longtemps sur Radio Pirate. C'est que les Québécois les Québécois sont fous. C'est pas compliqué, là. Les Québécois sont complètement fous. Regarde, je ne sais pas comment expliquer ça autrement que vous dire qu'il y a des gens autour de vous autres. Il y a au moins une personne sur deux qui est complètement cinglée. C'est pas compliqué. Vous êtes choyés si vous avez tout du monde qui sont équilibrés, des gens qui sont tous là. Mais les Québécois sont... Tu sors n'importe qui. Tu mets n'importe qui, tu le mets à la tête d'un parti, tu le mets premier ministre, on n'a pas d'idée c'est qui. 2 semaines après, tu fais un sondage, les gens sont en amour avec. Tu sais, je veux dire, c'est complètement irrationnel, c'est complètement immature, c'est complètement... c'est fou, c'est crazy. Puis, c'est un lien direct avec ce qu'on vous parle régulièrement, c'est-à-dire où on est, où certains voudraient être. Ben, Christophe, ça va être dur à accomplir avec des gens qui ne votent pas et qui ne font pas ça sérieusement. C'est dicté par la TV, c'est dicté par ce qui se passe, ce qui se dit, etc. Tu sais, moi, ce que je vois là, actuellement, je l'ai dit il y a quelques semaines, je l'ai dit il y a quelques mois, je l'ai dit même avant l'arrivée de Mme Fréchette. Moi, je n'ai jamais exclu la CAQ du pouvoir. Je pense que la CAQ, et ce matin, ça confirme ce que je vous dis, le sondage est sorti hier en milieu d'après-midi. Fin de journée hier? Je pense que oui. Parce que je l'ai vu en arrivant du restaurant hier soir vers 9h30, 10h. Puis, il n'y a rien qui est une surprise pour moi là-dedans. Absolument rien. OK? Donc, Mais le monde a une mémoire. Je suis juste de. Le monde est fou. Arrête de poser des questions trop spécifiques. Le monde est fou. Oui, mais. Le monde est fou. Non, mais ça prend un peu de mémoire. Le monde est fou. Non, le monde n'a pas de mémoire. Mais pourtant, c'est marqué « Je me souviens » sur ma plaque. Non, ça vaut rien. Non, ça vaut ça. Ça vaut rien. C'est une phrase qui veut rien dire, ça. Donc, le mangeur de fromage, ça faisait plus, puis ça, c'est un parti de marde. Le gars s'en va, il y a une madame qui arrive, puis là, c'est un bon parti. Exact. C'est le même que ça marche. Oui, c'est quoi cette histoire-là? C'est le même parti, là. Écoute, c'est une population qui est vieille. Ouais. C'est une population qui est vieille. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis on le dit, tu sais, à un moment donné, on passe de l'enfance, puis on traverse à travers l'adolescence, puis on s'en va vers jeune adulte, puis après ça, on s'en va vers l'adulte, puis nos vies de famille, puis tout ce qu'on a à faire. Et là, après ça, il y a une régression qui commence. Est-ce que la régression commence à 60 ans? Est-ce qu'elle commence à 65 ans? Est-ce qu'elle commence à 70? J'en ai aucune fucking idée, mais là, tu sais, les boomers, avec toutes les pilules, sont en vie. Puis c'est des bébés, c'est des gros bébés. Tu sais, Elbows Up, 1 sur 2 qui vote pour Carney, c'est Elbows Up, ça, c'est du bébé lala, là. Puis il y a une grosse différence entre ces gens-là et les gens plus jeunes. Donc, les gens plus jeunes, les gens qui sont actifs, mais le drame, il y a 2 drames. C'est que les gens actifs qui ont des familles, qui sont touchés par tout ce qui se passe, bien plus que quelqu'un qui est en train de regarder la TV toute la journée, bien, ces gens-là votent pas. Ils votent pas. Puis ils s'intéressent pas. Puis après ça, ils sont pas nombreux. Donc, ils n'ont pas de chance. Donc, ils se laissent dominer. Comme on a été dominés, nous, pendant toute notre vie par les boomers. C'est les boomers qui viennent de patente. Au fédéral, as-tu vu le sondage fédéral chez les jeunes? 30 ans et moins? Ouais, j'ai vu ça, oui. Ben, c'est conservateur quasiment à 50 %. Exact. Non, il y a une grosse différence. Grosse différence. Mais
Ils votent pas. Je comprends. Je peux bien croire que le sondage est le fun, mais ces gens-là ne votent pas zéro. Donc... mais il y a vraiment un clash de... Puis les gars votent encore moins que les filles en passant. Oui. Ben là, imagine. Les gars jeunes votent encore moins que les femmes. Les femmes, eux autres, ils ont un agenda politique assez clair. C'est un agenda très, très marxiste. Les femmes sont plus à gauche. Les femmes sont carrément socialistes et communistes. Et plus tu arrives avec des affaires de même, plus ils sont portés à les voter parce que, et comme on l'expliquait hier, ils croient puis ils sont dans un genre de mood où je ne sais pas ce qui est arrivé dans l'histoire au cours des dernières années, mais ils sont brainwashés raides. Donc, les gars, ils vont pas. Les gars, ils vont pas. Donc, tu veux que je te dise. Donc, ils sont dominés par cette classe-là. C'est une des plus longues périodes de pouvoir de l'histoire de l'humanité, ce qui est arrivé avec les boomers. Puis, c'est un boomer, justement, qui me racontait ça. Il dit, regarde, il me semble que ça finit plus de finir. Ben oui, parce que lui, c'est pas un boomer qui fit avec les boomers normaux. Mais je veux dire, il dit, on a vraiment pensé à un moment donné que vous alliez prendre la relève. On n'a jamais pris la relève. On n'a jamais pris la relève. C'est le nombre, puis le fait que ces gens-là ne meurent pas, fait qu'ils sont dominants, puis ils sont impliqués. Ils n'ont rien que ça à faire de leur journée. Écouter la TV, s'intéresser à la politique, aller voter. Donc, si tu veux faire. Donc, c'est le même. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui dans le sondage, ce qu'on apprend, c'est que la CAQ est à 22 %. Oui. C'est qu'elles sont... Parce qu'il y a eu 2 sondages. Tu as le sondage qui serait le meilleur premier ministre. Ben là, ce que je comprends, c'est je ne sais pas. C'est je ne sais pas, c'est 29 %. Oui. C'est lui qui mène, je ne sais pas. Ben, allez vous promener dans les quartiers centraux de votre grande ville, puis vous allez comprendre pourquoi je ne sais pas. Là. C'est ça. Puis l'autre sondage, ben c'est les intentions de vote. C'est parti. Exact. Donc, Fréchette est vu comme... Fréchette est sur le bord d'être la plus crédible pour être PM. Tu sais, je vais vous avouer que je ne pensais pas que ça allait arriver rapidement de même. Là. Il y a toujours une surprise à un moment donné. Je ne pensais pas que ça allait arriver rapidement de même. Mais elle est en train d'aller à chasse PSPP. Là. On n'a encore aucune idée de ce qu'elle veut faire. On n'a aucune idée vraiment de qui elle est. Elle n'est pas très bonne communicatrice. Elle fait un peu mamire. Elle fait un peu bonne femme. Il n'y a rien de tripant. C'est pas quelqu'un qui arrive et tu te dis waouh, elle a un aura là, autour d'elle, elle a quelque chose, elle a un pitch, elle est capable de se vendre. Non, elle est très, très average. Là. Très average. Dans une époque normale, cette fille-là travaille dans un magasin, je vais le faire. Tu sais, je veux dire, elle n'est pas PM. Là. Elle travaille dans un magasin, c'est pas la meilleure vendeuse. Là. Non. Tu sais, je dis, ou c'est une prof, je sais pas, mais c'est une prof. C'est une prof, elle peut pas être PM. Tu sais, il y a... Quand on voyait avant quelqu'un qui aspirait à être PM ou qui était PM, il y avait un aura. Il y avait un aura, il y avait quelque chose. Même si on ne la connaissait pas. Jean Charest, moi, j'ai jamais voté pour Jean Charest. Mais Jean Charest, puis là, il est rendu quelque coup gros comme la tête, les cheveux bizarres un peu. Mais avant, c'était quelqu'un, tu disais, OK, lui, c'est un PM. Lui, c'est un PM pour vrai. Mettons, tu veux faire un PM dans un film, tu te fies pas mal à ce que Jean Charest avait l'air. Le docteur avait l'air d'un PM. Moi, le docteur, il est rentré à... Le docteur est venu à Radio Pirate à un moment donné. Et lui, pendant une campagne électorale, avec tous les policiers qui ont rempli le building, sont arrivés une demi-heure avant. Il y avait des policiers partout au 2e étage. Il y en avait à porte le contrôle du building au complet. C'est un peu exagéré. C'était too much. Tu te rappelles de ça? Ben oui. C'est exagéré. Là. Il vient avec un gars, c'est correct. Là. C'est quoi cette histoire-là? Tu te rappelles, il y avait des policiers partout. C'est pas Trump, là. Non. Qui se déplace. Mais Trump n'a pas ça. il était PM à ce moment-là? Non. Il était PM, c'était Mais une campagne. Il était dans une campagne. Okay. Il était dans une campagne. C'est la campagne qui a perdu à cause du 75 piastres. Oui, oui. Là, c'est dans les 15 piastres. Je suis obligé de vous dire qu'avec le temps, je m'ennuie quasiment de lui. Là. C'est parce qu'on a dégradé depuis ce temps-là. Là. On a l'impression qu'on est passé avec un genre de... Les finances du Québec allaient mieux, je pense. Ben oui, on avait 7 milliards on avait 7 milliards over avec M. Leacher. Puis l'affaire de 75 piastres, c'est innocent. Ben, c'était cave, là. C'était cave dans le sens que... Tu sais, je me rappelle de sa réponse. Lui, il avait dit, oui, c'est possible, possiblement, mais il dit, il va manquer de protéines. Tu sais, ça va être tough, ces protéines.
Puis il y avait... Tu peux te faire une grosse sauce à spag, manger ça toute la semaine, ça va coûter 75. C'est une grosse sauce à sauce à spag. Mettons, tu n'as pas 50 pièces, 60 pièces. Ça dépend aussi combien... Tu manges tout. Eux autres, c'était... Je me rappelle plus, je pense que c'était Il a 4. pris le monde de haut un peu, c'est pour ça l'affaire. C'est ça l'histoire. C'est pas réellement le montant. Là. Quand tu sais que lui, juste un dîner, c'est 75 juste pour lui. Bon, je comprends. C'est-à-dire, lui, il mange 75 dans un dîner. Là. C'est ça. Et tu dis pas à la population de manger 75 pour la semaine. Non, c'est ça. Non. Il y a un côté... C'est-à-dire, je comprends que c'est faisable. Tu dis, oui, techniquement, c'est faisable. C'est pas ça le point. Le point, c'est Le point, c'est que tu prends le monde de haut. Exact. C'est ça le point. Je suis d'accord avec ça. C'est ça l'erreur qui a été faite. Puis, les journaux de Québécois attendaient qu'une gaffe de même pour frapper dessus. Mais en parlant des journaux de Québécois, là, c'est clair. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Les journaux de Québécois ont laissé tomber le PQ. Moi, si j'étais le PQ, puis je sais pas comment ça marche. Mais ce serait quoi la raison de ça? Moi, je pense que c'est l'argent. Ah. Moi, je pense que c'est le financement. Je comprends. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute, Mathieu Bock-Côté doit savoir plus que moi. C'est Mathieu Bock-Côté, je vous le dis souvent, c'est un grand chum à PKP. PKP n'a pas beaucoup de chums. C'est un grand chum à PKP, mais en même temps très proche de PSPP. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Donc là, écoute, il vit en France. Il ne doit pas voir PKP comme il le voyait quand il vivait à Montréal. Non. Mais c'est des gens qui sont très proches. PKP, il y a 2-3 chums autour de lui, pas plus que ça. Il n'est pas... c'est un gars occupé aussi. Là. Il ne doit pas texter à tous les jours à Mathieu Bock-Côté. Mais pour Mathieu Bock-Côté, ça doit être quand même quelque chose de spécial parce que c'est le journal de son chum. C'est le journal qui pense être un journal pro-PQ parce que le propriétaire a été chef du PQ, il ne faut pas oublier. Puis là, tu as l'opportunité de remettre le PQ au pouvoir alors qu'on pensait que le PQ était mort. Puis là, le Québécois a grimpé le PQ au cours des dernières années parce qu'ils ont laissé tomber la CAQ. Parce que c'est eux autres un peu qui décident. C'est LCN. Il faut leur donner, là. Tu sais, je veux dire, il faut être fair. Oui, c'est en baisse. Oui, c'est plus ce que c'était. Oui, c'est la fin des médias. Oui, c'est la mort tranquille des médias. Mais ils savent à qui ils parlent. Mais pour la clientèle qui est active au niveau politique et qui vote, c'est encore le meilleur bet pour monter quelqu'un ou descendre ou laisser tomber quelqu'un. C'est encore là que ça se passe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Mais si j'étais au PQ, c'est ça qui m'inquiéterait. Ce n'est pas le sondage en tant que tel, c'est la couverture du sondage. Essayez de me trouver des articles. Écoute, comment s'appelle la libérale qui est là avec du rouge à lèvres? Alphabel. Abdel Fadel, ouais. Abdel Fadel. Même elle est rendue fraîchette. Là. Oui. Yasmine. Oui, c'est ça. Yasmine, même elle est... même elle. Elle est bonne, la fraîchette. Comment qu'il dit? Elle est bonne, elle est quoi? Elle est humaine. Ah, humaine. OK, regarde, Elle est humaine. C'est ça qu'il faut retenir du sondage, OK? Le sondage que vous avez là, ça confirme ce que je vous dis depuis plusieurs mois. La CAQ va revenir au pouvoir, OK? Il va probablement être minoritaire, mais la CAQ va revenir au pouvoir. Qui va perdre? Bien, là, on voit que tout le monde perd un peu, incluant Éric Duhaime. Donc, la CAQ va piger un peu partout parce que la CAQ, c'est une genre de coalition par rapport qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je pense que c'est plus péquiste qu'autre chose, mais dans la tête des gens, c'est un peu mélangeant. Donc, il y a... dans les chefs, Éric Duhaime perd. Est-ce que dans le sondage, Éric perd? Dans le sondage, il est à 11 %. OK, donc il perd un peu? Il perd un peu. Donc, ça, c'est inquiétant. Mais écoutez, on a parlé avec Éric, je vais plus refaire le tour de ça, là, dans le sens que c'est le bebel, puis ils feront ce qu'ils voudront. Mais moi, j'ai collé à la shot il y a longtemps. J'ai dit, la CAQ, vous ne devez pas prendre la CAQ pour fini. Vous devez apprendre de ce qui est arrivé avec les libéraux avec Carney. C'est l'effet Carney en ce moment. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. La CAQ le fait, on va le dire, la CAQ le fait bien. Ils font plein de... Tu sais, il y a du stage, là. Il y a du théâtre. Ce qu'on est allé faire à Washington, c'est du théâtre. Ce qu'on est allé faire en France, c'est du théâtre. Il y a du théâtre un peu partout. Puis là, rajouter cet été qu'elle va se promener dans tous les festivals, puis elle va aller faire un tour dans toutes les places à hot dog, puis à poutine. Elle va prendre... C'est sûr que Fréchette va prendre une quinzaine de livres cet été. Là. C'est sûr. Puis, mange pas trop de poutine parce que ça se peut que tu finisses. Ben là, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Christiane Fréchette. C'est Christian Fréchette. Christine, je ne sais pas c'est quoi son nom. Puis, donc, ça confirme ça. Mais ce qui est le plus important de ce sondage-là, c'est pas le sondage en tant que tel. C'est de voir la couverture de Québécois. Parce que Québécois décide qui est élu. C'est ça la patente. C'est le même que ça marche.
Et là, c'est en cœur. Hein? C'est en cœur. Regarde, écoutons comment c'est présenté à LCN avec Paul Larocque. Bonjour, Jeff. Salut, c'est Paul Larocque. Je sais pas comment ça va, Jeff. Je suis à Haïti. Ça me fait plaisir de t'appeler. Extrême droite. Ouais. Non, mais on a déjà eu des bonnes relations pareilles. Il était à Haïti, puis il pensait m'appeler pour me parler de comment ça se passe. Tu sais, quand il y a eu le gros tremblement de terre, Oui. il était là pour TVA, il faisait des affaires en direct, et Paul Larocque a appelé. Paul Larocque a appelé. Hey, Jeff, comment ça va? Donc, j'avais des bonnes relations avec Paul. Mais il était où à ce moment-là? Il était-tu encore? Il était Il déjà? était à TVA. Déjà, C'était une vedette de TVA, ben oui. OK. C'est une des grosses vedettes de TVA. Bon, Mme Fréchette rentre au Québec demain. Elle va avoir une petite surprise demain matin dans le Journal de Montréal et de Québec. Je vous l'annonce en primeur. Un nouveau sondage, le tout récent, mais dont on vous divulgue les premiers éléments. Et voyez, là, je vais vous dire de manière générale, vous n'allez pas vous surprendre demain là, si je vous dis que ça bouge en politique québécoise. J'en dirai pas plus long, à moins que vous insistiez, Tom. Non. Oh oui, s'il te plaît. Je n'en dirai pas plus long. Je n'en dirai pas plus long. Mais regardez, là, souvent, c'est indicateur. Hein, ça, puis le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement, qui, selon vous, ferait ou fait la meilleure ou le meilleur premier ministre. Et voyez, là, ça fluctue un peu. Vous voyez, Madame Fréchette, Tom, qui vient de coiffer Charles Milliard à cette... Charles Milliard, ça n'a pas duré longtemps. D'après moi, ça a été même plus short que le Père Noël. Donc, le ton est là. Yasmine, la libérale, c'est une libérale. Elle est placée là pour donner les patentes libérales. Même elle, au micro de Mario Dumont, a dit, d'après moi, Fréchette est bonne. Elle fait tout ce qu'il faut faire. C'est une femme. Je veux dire une chose, Christine Fréchette, c'est à part la rencontre avec Washington, là, disons qu'elle rentre dans la scène internationale. Elle fait son entrée là, dans cette alliance-là que le Québec a avec la France. Il faut que ça se fasse bien dès la première fois et elle le fait très bien. Il faut dire que c'est une personne qui a longtemps baigné dans les relations internationales. C'est pas une néophyte en la matière. Et ce qu'elle fait en France, tant pour une question culturelle que pour une question économique, là, surtout sur le secteur de la défense, c'est mettre le Québec sur la map. C'est toujours des bonnes nouvelles. Le secteur de la défense, ils me font mourir. Ben, c'est n'importe quoi. Tout Tout est n'importe quoi. Mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est ça qui marche. Oui, je sais. Pour les gens qui écoutent ça, mais là, ils commencent à la prendre au sérieux. Là, c'est, elle est bonne, on est chanceux de la voir, on va la réélire. Non. Vous savez pas vers quoi on s'en va, là. Vous allez avoir 4 ans de CAQ, tabarnak. Vous allez avoir un autre 4 ans de CAQ. C'est horrible. Ben, c'est horrible, c'est sûr que c'est horrible. Mais là, si vous êtes capable de vous en aller en Alberta, faites ça. Là. Si vous êtes capable d'aller quelque part, faites-le. Si vous êtes capable si vous avez une opportunité, moi, ma blonde est plus ancrée que moi, sa famille, toutes ces affaires-là. Puis c'est plus on pourrait partir 8 mois par année au lieu de 6. Hein. Mais moi, si, mettons, je suis tout seul, c'est sauf qu'il peut. Là. Il n'y a plus rien à faire. Ce sondage-là, c'est ça que ça montre. Là. C'est pas sérieux ici. Là. C'est pas une place sérieuse du tout. C'est une place épeurante. C'est vraiment une place épeurante. C'est comme si tout le monde était sur l'amnésie un peu, hein? Comme Jerry disait tantôt. On est fous, c'est. Non, je sais, mais on dirait que ça va quand même avec un genre de... Tu sais, tu le dis tout le temps que le monde... Avant ça, on disait que les Québécois avaient une mémoire de 6 mois. Oui. Mais là, c'est plus 6 mois, là. C'est 2 semaines. Là. C'est... On peut changer de même. Regarde, change... mettons qu'on décide de changer Éric Duhem là. Moi, regarde, je vais vous le dire, là. Si... une caméra qui a mangé une claque. Si j'étais au Parti conservateur du Québec, je penserais changer de chef. Là. Parce que c'est le moyen de monter dans les sondages. Je comprends. Éric Duhem est le plus vieux chef avec PSPP. PSPP est en train de descendre. PSPP est en train... ça fait trop longtemps qu'il est là. La lune de miel est finie avec PSPP. Donc, c'est la fin. Là, je veux dire. Tranquillement, pas vite, il va se faire passer par la CAQ, puis il va descendre. Il ne va que descendre d'ici l'élection. Je me demande s'il va être
l'opposition officielle. Même pas sûr de ça. Donc, si j'étais le PCQ, je penserais vraiment changer de chef. Ouais, à un mois avant l'élection. Peut-être pas un mois, mais je le ferais tard au printemps. Là. Ah, mais Jerry. Je le ferais un peu avant la Saint-Jean. Non. Je le ferais là. Je le ferais là. On est quelle date, là? On est le 20. Je le ferais dans 2 semaines, 3 semaines. Je laisserais Fréchette s'installer et je changerais de chef là. Tu mets n'importe qui, c'est pas grave. Tu mets n'importe qui. Là. Plus d'effet nouveauté. Tu mets n'importe qui. Québécois aiment ça. Oh oui, tu mets n'importe qui. Tu mets n'importe qui. C'est pas important. Ça même pas besoin d'être quelqu'un de droite, mais pas besoin d'être quelqu'un d'intelligent, mais pas besoin de quelqu'un... Tu mets juste quelqu'un de nouveau, c'est tout. Et, mettons, appelez-le, je sais pas, on met une fille. Tiens, une fille. Oui, une fille. On met une fille. Oui. On l'appelait non, pas Jocelyne. Monsieur, madame, je sais pas trop. N'importe quoi. Mettez n'importe quoi. OK, mettons, madame... On parle de Mme Vézina, elle, Maïté, là. Ah, prends madame. Il n'y a pas un effet nouveauté. Ben oui, Maïté Vézina. Maïté Vézina, la nouvelle chef du Parti conservateur. Ah oui, puis là, elle va à Washington, puis elle va manger des poutines, puis elle va faire un tour en France, puis elle s'en va voir Daniel Smith. Puis, oh non, elle va voir Daniel Smith. Non. Non, pas là. Elle va voir Carney. Oui. Elle s'en va faire un petit tour à Ottawa. Elle fait des patentes de même. Elle va voir Poilievre. Non, on ne peut pas aller voir Poilievre. Non. Elle ne va pas faire ça. Mais si j'étais le Parti conservateur du Québec, sérieusement, puis c'est pas une joke, là. Je fais vraiment pas une joke. Je pense qu'ils doivent changer Éric Duhem. Rien à voir avec la performance d'Éric Duhem. Il y a leur nouveau chef. Parce que quand on voit comment ça marche, en fait. Là. C'est ça. Là, on sait que c'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche. C'est de même que ça marche. Vous ne pouvez pas avoir un vieux chef, puis c'est celui qui va avoir le plus nouveau chef proche des élections qui va créer la surprise. Ben, Carney l'a fait. Carney l'a fait. Les conservateurs fédéraux ont à apprendre de ça. T'as fait le plus longtemps Poilievre. Changez-le pas là. Parce que si l'élection est dans 3 ans, votre chef va être vieux. Vous devez le changer 6 mois avant, 4 mois avant, pas plus. C'est le même, ça marche. Le monde est fou de même, Chris, je te dis. Parce que moi, c'est le bout que je n'avais pas compris il y a quelque temps. Si, mettons, la CAQ monte, ça favorise le Parti conservateur. Moi, je trouve ça... Non. Je ne suis pas un expert de politique, ça, comptage. Ça, c'est ce que Joe Hamel nous dit. Moi, je Joe Hamel, il nous l'a dit plusieurs fois. Oui. Pour lui, c'est avantageux que la CAQ monte, puis là, tu te faufiles. Mais Christophe, on parlait de quoi il y a quelque temps? On parlait d'avoir la balance du pouvoir. Dans le sens que tu as un gouvernement, puis il leur en manque un peu, puis c'est nous autres qui est 3e. Et là, on ne sera pas 3e, on va être plus 4. Là. Oui. Et là, la balance du pouvoir, on ne l'a pas. Là. C'est parce qu'on ne s'entend pas sur la base du Parti conservateur. Moi, je pense que la base du Parti conservateur est plus à 9, 10 qu'à 14, 15. Moi, je pense qu'il y a un swing de 3, 4 qui peuvent aller justement à la CAQ. Même libéraux de temps en temps, on le voit parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'anglophones dans le Parti conservateur, donc qui appuient le Parti conservateur. Donc, tu as juste quelqu'un de solide au Parti libéral, tu perds un, peut-être 2, juste avec ça. Je pense qu'il y a plus de gens qu'on pense qui viennent piger dans notre patente. Mais peu importe. C'est un concours maintenant niaiseux de même. Ça te prend un nouveau chef le plus près possible de l'élection. Peut-être que pour le Parti conservateur, ça va moins faire d'effet que les 3 grands partis, mais c'est un désavantage d'avoir un vieux chef. Imagine-toi, toi. Vieux chef. Éric Duhem est là depuis pas longtemps, puis c'est devenu un vieux chef. C'est fou. C'est fou de même. Regarde, c'est capoté de même. Et je vous dirais que toute la couverture, regarde la couverture du Journal de Montréal hier soir quand je suis arrivé. Photo de PSPP avec photo de Fréchette. Moi, à mes yeux, ni un ni l'autre est PM là-dedans dans son allure. En tout cas, regarde, c'est là qu'on est rendu. Une lutte entre PSPP et Christine Fréchette. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, ça, c'est la couverture. Y a-t-il d'autres choses un peu plus loin? OK, oui. Voici, TVA Nouvelles, Journal de Montréal. Les deux ont les mêmes nouvelles. Juste s'assurer que... maturité et expérience, voilà ce qui aide Fréchette lors du nouveau sondage sur le poste de PM selon Thomas Mulcair. OK. Ça, c'est TVA Nouvelles.
TVA Nouvelle toujours. Fréchette gagne en popularité auprès des Québécois. Photo d'elle. Elle représente le calme méthodique dans l'œil de l'ouragan. Croix Emmanuel Latraverse. Manu. Peu importe si vous êtes... Peu importe c'est quoi vos couleurs habituelles, il y a l'armée au complète de TVA et de Québécois et pour Fréchette et la CAQ. Donc, c'est cuit, là. Tu sais, la presse n'a pas d'impact. Là. Le Soleil n'a pas d'impact. Radio-Canada n'a pas vraiment d'impact. Pour vrai, là, il y en a un peu, mais je veux dire, ceux qui décident qui gagne, c'est Québécois. Ouais. Bon, pas compliqué, là. Ça va être de même encore pour quelques années, tant qu'il n'y aura pas... C'est ça. Tant qu'il n'y aura pas un genre 500 000 morts, puis ça va arriver dans les prochaines années, mais d'ici là, tant que cette classe-là ne sera pas... Puis encore là, tu sais, je veux dire, notre clientèle de X s'est boomerisée au cours des dernières années. Depuis la COVID, les X sont devenus très, très boomers dans leur tête. Donc, ça se peut qu'ils prennent la relève. Ça se peut qu'ils prennent la relève. Ça se peut que ça finisse jamais, cette maudite affaire-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute et qui disent « Ouais, mais je comprends pas ce que vous dites parce que moi, je l'écoute pas, TVA, puis tous mes amis, tout mon entourage, je l'écoute pas, TVA, mais c'est pas vous. Non, c'est ça. C'est pas vous, c'est C'est que pas ça. c'est une certaine couche de la population, les plus vieux, qui, eux autres, sont tous branchés là-dessus. On l'a vu, là. Ben, écoute, j'ai parlé avec du monde hier, puis ça revient toujours, cette affaire-là. Tu sais, des gens qui ont été obligés de couper des liens avec des amis. Des amis qui... Tu sais, le gars s'est fait une nouvelle blonde. Le gars, il a 59 ans, 60 ans. Il n'est plus que sa femme. Il a une nouvelle blonde. Avant, il n'écoutait pas TVA. Avant, il écoutait Radio Pirate. Là, ben, il est tombé en amour avec madame, puis la madame, elle, écoute la TV à longueur de journée. Ouais. Ben, savez-vous quoi? Il est rendu qu'il écoute la TV à longueur de journée, puis il n'est plus pirate. C'est ça. Ça, c'est affreux. Arrête. Là. Ben, Ça, c'était un autre... Ça m'a été raconté Tu viens hier. de m'écrire un autre... Ça m'a été raconté hier. Un autre coup de planche dans Ça la m'a été face. raconté hier. La personne me dit, ben, j'ai été obligé de couper contact avec mon chum. Ah! Parce que là, il ne faisait que répéter ce qu'il entendait à TV. Je n'étais plus capable. Je dis, regarde, c'est correct. Tu fais tes affaires, tu fais ton trip. Mais on ne s'entendra pas. Là. Je vois pas les mêmes affaires que toi, puis j'écoute pas les mêmes affaires que toi, puis ça m'intéresse pas. Donc, on va être obligé de prendre un break. Ça m'a été raconté hier. Ma blonde était là. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour plus de Radio Pirate News, allez sur la version Prime, section abonnement, 1h10 à peu près aujourd'hui pour les full Pirate News. Tu le sais que t'as envie d'écouter. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuable.ca. Nick, ça fait combien? 2-3 semaines, on ne s'est pas jasé. Il me semble qu'il y a toujours une tonne d'affaires, puis on pourrait quasiment jaser à chaque semaine. My God, il y a tellement d'histoires. Comment tu vas? Super bien, vous autres? Yes, très bien. Très bien. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a marqué votre gang depuis qu'on s'est parlé? Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup d'affaires. J'ai hâte de jaser avec toi du sondage sur l'essence. Mais regardons d'abord, commençons par la politique québécoise. Qu'est-ce qu'il y a de votre côté? Comment ça brasse, la politique québécoise? On s'entend que ça va brasser. Et pardon, ça va continuer à brasser jusqu'à cet automne avec les élections qui s'en viennent. On s'entend qu'il va y avoir beaucoup de stun de notre côté qui se prépare. Là. Je vous dis un peu en grande primeur, mais on a fait une pétition sur un sujet qui touche beaucoup les Québécois, qui un indice par rapport au carbone et qu'on espère pouvoir déposer là, à l'Assemblée nationale d'ici la fin de la session parlementaire pour brasser un peu les choses, puis comme déjà préparer le terrain pour les différents enjeux qui vont être débattus cet automne. Sinon, je viens tout juste de revenir d'une petite retraite, en fait c'est notre retraite annuelle à la Fédération canadienne des contribuables, donc à chaque année, on se rencontre à Calgary. On apprécie à quel point là-bas, il y a beaucoup moins de nids de poules, puis le monde est un peu plus sympathique par moment. Mais sinon, pour le reste, c'est un endroit où est-ce qu'on a notre sommet annuel, puis ça nous permet justement de
d'échanger sur les différents enjeux, les campagnes qu'on a faites, revenir sur nos réussites, puis aussi malheureusement parfois sur nos échecs, puis préparer ce qui s'en vient pour cet automne, surtout bon, à l'échelle nationale, on vient d'avoir une mise à jour économique au fédéral, mais il va y avoir un budget qui s'en vient cet automne, donc faut espérer à ce que Carney livre la marchandise à ce niveau-là, mais sinon au provincial, au Québec, on a beaucoup de stock qui s'en vient effectivement pour les élections. Tu parlais de quelque chose qui s'en vient pour un genre de sondage sur la bourse du carbone. Hâte de voir, les Québécois peuvent nous surprendre des fois, en espérant que c'est le cas. Mais il y a beaucoup de Québécois qui gobent. En fait, tout ce que les gouvernements parlent, tout ce que les groupes de pression réussissent à nous faire croire, puis à nous passer un sapin. Puis je ne sais pas pourquoi les gens sont de moins en moins sceptiques, sont de moins en moins curieux. Ils acceptent de plus en plus le discours sans challenger absolument rien. Et on a dans l'espace public de plus en plus de commentateurs qui sont des commentateurs de gauche. Ils ont pris le contrôle pas mal de tout l'agenda de l'éditorial et de toutes ces choses-là. Vous allez me dire que c'était comme ça il y a 20-25 ans, mais moi, je pense que c'est pire que pire. On a un dénommé M. Gustave, qui est à Cube Radio, qui, lui, je ne sais pas s'il a répondu au sondage, mais c'est venu comme sujet l'histoire de la bourse du carbone. Et si je résume, il nous dit qu'on devrait en payer 5 fois plus. On devrait payer 5 fois plus cher la bourse du carbone. J'ai hâte de voir le sondage, qu'est-ce qu'il va dire. Mais lui, voici ce qu'il raconte aux Québécois. Je l'ai dit, puis je me fais à chaque fois lancer des tomates. Je suis très favorable à la taxe carbone. Je pense qu'elle devrait être 5 fois plus élevée qu'elle ne l'est. Et quand je dis ça, ça vient avec un « et ». Par contre, quand on implante des choses comme celle-là, Richard, l'objectif, c'est pas de la fiscalité comme de la fiscalité sur ton revenu ou sur ton gain en capital ou sur ton entreprise qui vise à ce que l'État perçoive de l'argent puis finance des services. Une taxe comme celle-là, son seul objectif, c'est de changer le comportement. Et l'objectif ici, évidemment, c'est que les gens s'éloignent de la consommation de diesel, d'essence, etc., puis adoptent soit des comportements plus énergétiques ou carrément achètent des véhicules équivalents quand ils sont disponibles, qui sont électriques. Et donc, évidemment, c'est sûr que si tu prends la taxe carbone puis que tu la mets dans... Donc, ça résume un peu... quand même bizarre d'entendre des choses, des choses comme ça, de voir que les gens... parce que moi, je me bats depuis toujours pour que le gouvernement se tasse de nos vies, pour qu'on soit capable de prendre nos propres décisions, qu'ils nous informent, puis qu'ils nous disent des affaires, des bebelles. Regarde, on verra ce qu'on fera avec. Mais de voir que les médias maintenant subventionnés par les gouvernements chantent les mêmes affaires. Donc, si je résume, ce gars-là, il pense vraiment que si le gouvernement nous force à acheter des voitures électriques ou des camions électriques ou de prendre le vélo ou de prendre le transport en commun et qu'on élimine grâce à des taxes supplémentaires sur l'essence, parce qu'il parle 5 fois plus, donc on s'entend que 5 fois plus, ça veut dire probablement 1 piastre le litre de plus ou à peu près même dépassé. Que le climat va changer. C'est ça qui est le plus drôle dans cette argumentation-là. C'est qu'ils ils pensent vraiment qu'on va changer le climat. Alors qu'en fin de semaine, on a su que tous ceux qui nous ont fait croire au cours des 20-25 dernières années que le climat allait provoquer des catastrophes, qu'on allait quasiment mourir de chaleur, que finalement, ils avouent eux-mêmes, les tops, je sais que Trump en a parlé lui-même en fin de semaine, disait, tout ce qu'on vous a dit, c'était peut-être un peu exagéré. Ça n'arrivera pas. Donc, on est où avec toute cette bullshit-là en passant? C'est une bonne question. Bon, on est nulle part, là. Je veux dire, toutes ces fameuses politiques vertes pré-Trump sont disparues, puis honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose, mais mettons qu'on va débunker là, ce qui se passe avec ce que dit, je pense que c'est Francis Gosselin à Cube Radio. D'un, juste petite correction, ce sera pas c'est pas un sondage qu'on a commandé cette fois-ci, c'est vraiment une pétition qu'on a menée. Okay, et honnêtement, une pétition, on va pas déposer ça si on n'a pas plusieurs dizaines de milliers de noms là-dessus. Fait que je vais m'arrêter là pour garder quand même un genre de suspense, oui. mais c'est pour démontrer qu'il y a effectivement pas bien d'acceptabilité sociale au Québec par rapport à la taxe carbone. Maintenant, pour débunker ce qu'a dit Gustave, la première des choses, c'est que si on fait 5 fois plus cher la taxe carbone, ça veut dire qu'au lieu de payer 10 cents par litre d'essence sur la taxe carbone uniquement, on va en payer environ 50 cents. Ça, c'est donc déjà, si on fait sauter le prix de l'essence davantage, je suis pas sûr que ça va être à l'avantage de tout le monde. De deux, il faut quand même le mentionner,
Présentement, ça coûte environ 500 $ par famille. La taxe carbone x 5, c'est quoi? Donc, c'est 2500 $. Ça coûte environ 0,5 points de pourcentage de notre PIB. Ça va coûter quoi? 2,5 points de pourcentage. Au final, tu vas pas avoir un impact sur les habitudes de vie. Tu vas juste appauvrir le monde, faire en sorte qu'il y a encore plus d'entreprises québécoises qui s'intéressent à s'installer aux États-Unis ou dans d'autres juridictions canadiennes où le prix du carbone avec les mécanismes fédéraux là, sur le plafonnement industriel, ce genre de choses-là, sont beaucoup moins coûteux pour le moment que ce qu'on a au Québec. Mais dans tous les cas, comme on l'a vu depuis le début de la guerre en Iran, je veux dire, le prix de l'essence a augmenté d'environ 40-45 cents le litre environ là, dans la plupart des régions du Québec. Les gens n'ont pas nécessairement changé leurs habitudes de vie. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu le réflexe en disant, ben là, j'ai moyen, j'ai aller m'acheter une voiture électrique. Comme ça, la prochaine fois qu'il y aura une crise de ce genre-là, je me ferai pas prendre au dépourvu. Puis écoutez, moi, je suis pour la liberté. Je pense que tout le monde ici est d'accord qu'on peut s'acheter le véhicule qu'on veut selon nos besoins. Mais là, la réalité, c'est que pour la plupart des gens, ça les appauvrit. Ils n'ont pas les moyens de faire le saut vers des voitures électriques, ils n'ont pas les moyens d'aller vers le transport en commun. Donc, de prétendre que si on augmente x5 le coût du carbone, ça va avoir un impact sur les habitudes de vie. Non, ça va juste appauvrir les gens, point final. Puis, on le voit même présentement, les derniers chiffres de l'inflation démontrent que le prix de l'essence, ne serait-ce qu'à cause de la hausse qu'on a vue dans les derniers mois, dans le dernier mois et demi environ, on est rendu avec une inflation qui est dopé par le prix de l'essence. Or, si tu rajoutes en plus le mécanisme de taxe carbone, comme le dit Gustave, donc x5, oublie ça, on va avoir de l'inflation perpétuelle à du 4-5%, puis ça, c'est minimal. Là. Donc, à la fin, je veux dire, moi, ce qui me désole beaucoup, c'est que, bien sûr, je pense que c'est quelqu'un qui a une vie à Montréal, qui a accès aux infrastructures métropolitaines, qui a accès au transport en commun, qui est dans, tu sais, je pense qu'il dit lui-même qu'il se vante d'aller en vélo au travail. C'est très facile d'avoir le discours pro-taxe carbone quand tu as un mode de vie aussi simple que ça, on peut dire. Mais pour le commun des mortels, c'est carrément juste les appauvrir à répétition. Puis honnêtement, on va mettre les choses au clair. Là. Le Québec, c'est genre 0,3% des émissions globales. Là. Le Canada, c'est même pas 2% des émissions globales. Le Québec, c'est genre 0,3% des émissions globales. Si le Québec est supprimé de l'équation totalement, je pense qu'il y avait un texte de Mathieu Bock-Côté là-dessus qui en avait parlé. Là. Mettons qu'on retourne à l'âge de pierre, il se passe rien au niveau des émissions globales. Puis inversement, j'allais même plus loin que ça, le Québec pourrait doubler ses activités économiques, la taille de ses villes, la taille de sa population, puis l'impact au niveau global serait à peu près nul. Tout ce qui est mis de l'avant au niveau de la tarification sur le carbone ou sur l'électrification, c'est toujours en se basant sur une seule donnée. C'est la fameuse donnée des émissions par capita. C'est le seul élément qu'ils peuvent emmener pour dire les Québécois doivent se sortir mal parce qu'on pollue beaucoup plus que les Chinois, par exemple, qu'on y va par capita. Mais la réalité, c'est que la planète se fout complètement de cette notion-là. C'est les émissions globales qui comptent. Donc, de prétendre que le Québec devrait payer plus cher sur le carbone à la fin de la journée, en sachant tous très bien que ça n'aura aucun impact, c'est juste suicidaire. Encore plus dans notre contexte économique, encore plus en fonction de l'état du portefeuille des contribuables présentement. Fait que ces idées-là, honnêtement, doivent mourir dans l'œuf, mais c'est pas la seule. Dans les dernières semaines, on a vu Québec solidaire parler de taxer les ultra-riches. On a vu des commentateurs tant Radio-Can que dans la presse parler de « Ah oui, ben le prochain gouvernement cet automne doit hausser les taxes et les impôts parce que l'état des finances publiques le demande. » La semaine dernière, on a l'UMQ qui reçoit le rapport Jérôme Forget puis Marceau qui parle d'augmenter les taxes pour les municipalités. À la fin, tout le monde a un narratif complètement déconnecté de la réalité des contribuables. Puis malheureusement, ben, la contrepartie, la contrebalance, c'est pas assez bruyante dans l'espace public. Fait que, tu me demandais tantôt sur quoi on travaille pour cette année, là. Puis, ben, c'est de justement continuer à œuvrer contre ce narratif qui se construit de lui-même à travers souvent des médias, on va se dire, subventionnés. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que le gouvernement a peur des citoyens québécois? Donc, le gouvernement du Québec. Ils ont-tu peur des citoyens québécois? Zéro. Est-ce que le gouvernement du Québec a peur des farmers, des agriculteurs? Plus, oui. Beaucoup. Oui. On l'a vu. Ils ont coupé la... Ils vont rembourser la taxe carbone aux entreprises agricoles. Oui. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé en Irlande il y a à peu près un mois? Ouais, ben je pense que c'était le bordel d'un rue. Ben, des claques à la gueule. Oui. Le bordel d'un rue puis la marde. Partout à grandeur. Les tracteurs, le fumier, la marde, partout dans les villes, dans les villages. Claques à la gueule. Pas juste ça. Des gars qui avaient des pubs, ils allaient voir le policier. Ils disaient au gars, je t'en connais à la face, tu ne pourras plus jamais prendre une pinte de bière dans mon pub. La marde était pognée à la grandeur du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit,
ben là, on va enlever la taxe carbone et en plus, on va mettre un rabais sur le diesel ou je ne sais pas trop quoi. Et là, la date est supposée d'être le 1er mai en Irlande. Ils viennent de la repousser en octobre. Wow. Donc, le gouvernement, en ce moment, est en train d'étirer le temps un peu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les farmers irlandais, ça marche à la claque sur la gueule. Là, je vais dire, moi, je pense que dans l'imaginaire des Québécois, des politiciens, ils ont dit, ouais, attends un peu, là. Les farmers, il faut faire attention un petit peu, là. Parce qu'ils ne veulent pas, eux autres, pendant les élections, qu'ici, à Québec, ça soit rempli de tracteurs à Hauteville. Parce qu'on comprend la patente, là. Donc, la question que je vous pose, j'ai la réponse. Le gouvernement a peur des farmers. Oh oui. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Ben, ils viennent d'avoir un break, là. Ils vont se faire même rembourser, je pense, en liquide, en argent. C'est fou, là. Puis ils disent que c'est pas assez. C'est ça le pire là-dedans. Je pense que c'est 41 millions de dollars qui vont être remboursés aux agriculteurs. Parce que là, ils vont dire que ça compense pas pour tous les montants qu'ils ont payés de leur bord parce qu'ils ont payé pas loin de 1 demi-milliard de dollars en taxes carbone au Québec là, au cours des 10 dernières années. Donc, c'est quand même un montant significatif. Mais c'est vrai que demain matin, même si on rembourse la taxe carbone, de un, ils la payent quand même. Fait qu'ils vont ils vont se la faire rembourser au final. Fait que ça va pas avoir un impact direct sur les prix. De deux, encore une fois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On va les rembourser plutôt que d'éliminer la taxe carbone à la source. C'est complètement ridicule. Puis tu l'as mentionné, puis t'as totalement raison, Jerry. On s'entend que les agriculteurs, surtout l'UPA, je veux dire, ils sont capables de se mobiliser, ils sont capables de brasser les choses. Puis oui, je pense que 200 tracteurs qui débarquent devant l'Assemblée nationale, ça envoie un message fort. Puis aussi au Québec, comme dans à peu près toutes les juridictions, je pense pas qu'il y a un d'endroits sur Terre où est-ce que les gens sont pas solidaires envers leurs fermiers et les agriculteurs locaux. Il y a toujours une solidarité pas mal transpolitique à l'égard du milieu rural parce qu'on reconnaît leur contribution importante à notre économie locale et tout ça. Fait, il n'y a pas un seul politicien qui a intérêt à se mettre à dos l'UPA puis l'ensemble du milieu agricole au Québec. Mais n'en reste que eux, c'est parce qu'ils ont les moyens de s'exprimer, ils ont les moyens de se faire entendre puis de faire pression à bonne place puis ils sont capables de lobbyer justement pour faire en sorte que ça arrive. Maintenant, pour les automobilistes, pour les contribuables, le contribuable moyen au Québec, il n'y a pas bien de marge de manœuvre pour être en mesure de se faire entendre auprès du gouvernement. Il y a des groupes comme les nôtres, puis oui, il y a les médias, il y a des sondages, mais il y a quand même une limite. Je suis quand même juste une personne. Je veux dire, eux autres, ils ont quand même une armée pour les défendre. Puis en même temps, moi, ce que j'espère, par contre, c'est, on s'entend que moi, je reste quand même content pour les agriculteurs qui payent plus la taxe carbone, ou du moins qui s'affaissent rembourser. Maintenant, je me dis, si c'est bon pour les agriculteurs, pourquoi ça serait pas bon pour les camionneurs? Pourquoi ça serait pas bon pour les raffineurs, puis les transformateurs? Parce que t'as des entreprises dans le milieu agroalimentaire comme Savoura qui payent genre 1,3 million de dollars par année en taxes carbone. Eux, ils vont pas se faire rembourser, là. Et pourtant, ils ont un impact sur le prix qu'on paye à l'épicerie. Donc, c'est quand même stupide qu'on s'attaque pas aux autres éléments de la chaîne d'approvisionnement. On peut vraiment établir que la notion de rembourser les agriculteurs, c'est un move 100% politique présentement pour aller chercher du capital de sympathie envers cette industrie-là en prévision des élections qui s'en viennent. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Moi, je pense pas, mais c'est une brèche que nous, en tant qu'organisation, on va clairement utiliser pour forcer des concessions supplémentaires sur la taxe carbone. Mais c'est dur à saisir comment ça se fait que... tu sais, il y a une admiration chez beaucoup de monde. Je veux dire, on sait très bien que le gouvernement Carney est un gouvernement qui est très green. Toutes les histoires du World Economic Forum, tout ce qui est à gauche, on est en train de sauter à pieds joints là-dedans. C'est la continuité, en fait, du gouvernement de Justin Trudeau. Malgré ça, un Québécois sur deux risque, s'il y a une élection demain matin, de voter pour Mark Carney. Donc, il y a une adoration face à ce genre de politicien-là. Dans son cas, à lui, M. Gustave, ou je ne sais pas comment tu l'as appelé, là, François quelque chose, lui, il pense vraiment que le gouvernement, s'il nous fait les poches, le gouvernement, parce qu'on pourrait changer nos habitudes, mais c'est pas le, comme tu le dis, c'est pas le cas de... Peut-être pour quelqu'un de urbain, c'est peut-être facile de le faire, mais pour quelqu'un autre, ce n'est pas facile. Donc, d'aller chercher 2000, 2500 par famille, lui, il est certain que
le gouvernement a la solution pour changer la température. Ils ont la solution pour changer le climat. Tu sais, je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête de vraiment penser ça. Ça me fait penser un peu à celle qui était à Tout le monde en parle il y a quelques semaines, puis qui était avec Gérald Filion lundi soir, jour de congé, du match de hockey en plus. Mais quand même, 30 minutes consacrées à Mme Trottier, qui est une héritière là, qui a beaucoup d'argent, et elle veut que les plus riches de notre société, comme s'ils ne le faisaient pas déjà, soient plus imposés parce que c'est plus égalitaire, c'est mieux que le gouvernement ait l'argent qu'eux-mêmes. Puis elle est invitée sur toutes les tribunes. Là. Tout le monde en parle. Elle est souvent à la radio de Radio-Canada. Là, on a maintenant eu 30 minutes avec Gérald Filion dans la zone économie. À l'inverse, vous n'êtes pas bien invité à Gérald Filion. Les gens de l'Institut économique, de temps en temps, peuvent être invités à Gérald Filion. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas été, là, mais je veux dire, ces gens-là, comparativement, beaucoup de tribunes. Donc, si vous êtes dans le clan de le gouvernement doit taxer davantage, peu importe la raison, taxer, vous aurez toutes les tribunes du monde. Si vous demandez une meilleure gestion des gouvernements, moins d'argent dans les poches du gouvernement parce que, il abuse des entreprises, il abuse des particuliers, il abuse de tout le monde. Et en ayant autant d'argent dans leurs poches, ils ne font pas attention. Ça veut dire qu'une affaire à 1 000 $, ils payent 5 000. Un projet à 1 million, ils payent 10 millions. Donc, ils ont tellement de cash, c'est tellement pas eux autres, puis il y en a tellement disponibles qu'ils ont perdu tout sens de la bonne gestion. Et ça, si tu as ce discours-là, jamais Gérald Filion va t'inviter pour une entrevue man to man. OK, dans ce cas-là, c'est man to woman. Man to man pendant 30 minutes de temps. C'est spécial pareil, ce comportement-là. L'amour des médias, l'amour des gens d'affaires, l'amour de beaucoup de Québécois pour un énorme gouvernement dépensier qui finalement ne vous taxe plus, mais il vous vole. C'est tellement fou quand même, effectivement, toute l'attention médiatique qui est donnée à des personnalités et à des groupes de ce type-là, où est-ce que on s'attarde constamment à comment est-ce qu'on peut redistribuer la richesse plutôt que de créer de la richesse. Puis dans le cas de Claire Trottier, là, c'est l'héritière en question qui était passée à Gérald Filion, puis elle est passée aussi, si je me trompe pas, Tout le monde en parle avant Oui. ça. C'est tellement facile de parler de redistribution de richesse quand on n'a jamais créé. La réalité, c'est que c'est une héritière. Je vais pas la juger pour sa personne puis ce qu'elle a fait dans sa vie, mais la totalité de sa fortune ou presque ne vient pas d'elle. C'est facile de faire ça. Puis ceci étant dit, je sais pas si quelqu'un l'a renseigné, mais c'est comme peut-être très possible pour n'importe qui a une bonne fortune de faire un chèque à Revenu Québec puis de le verser au gouvernement. Si vous croyez que vous payez pas assez d'impôts, faites-le. Puis honnêtement, les riches qui veulent vraiment faire une contribution sociale, arrêtez de dire on devrait payer plus d'impôts. Investissez dans votre communauté. Investissez dans des entreprises locales. Faites ça. Il y a bien plus de chances que vous aidiez vraiment l'économie et par extension, mais comment la ça se fait? communauté et les Québécois. Nick, pourquoi toi et moi, puis plusieurs, il n'y a rien de plus facile à comprendre que ce que tu viens de dire. Mais pourquoi nous, on comprend, puis, tu sais, moi, j'en reviens pas. Oui, peut-être qu'elle n'a jamais créé d'entreprise, peut-être qu'elle est mal dans sa peau parce qu'elle a hérité de beaucoup d'argent qui n'est pas à elle. Mais je veux dire, de s'asseoir puis prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Oui, je vais aider autour de moi des gens qui ont besoin d'un petit coup de main et qui va faire toute la différence. Peut-être qu'ils ont une PME avec 2-3 employés, puis who knows? Peut-être que cette PME-là va devenir Google plus tard. On ne le sait pas. Il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui vont sans doute réussir. Comment ça se fait que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, alors qu'on a 40 ans de drame avec les gouvernements. On sait bien que ça ira pas mieux demain. Si c'était l'argent, il y avait quoi? Il y avait un budget de 100 milliards en 2016 et il y a un budget de 164 milliards en 2026. Donc, 10 ans plus tard, 64 milliards de plus dans la cagnotte et ça va, je dirais, facilement 5 fois moins bien que ça allait en 2016. Je ne dis pas que c'était le Klondike en 2016. C'est juste que si on compare aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Notre société était moins en décrépitude qu'elle est en ce moment. Donc, c'est pas une question d'argent. Tu sais, je veux dire, OK, peut-être qu'elle n'est pas en affaires, peut-être qu'elle est héritière, puis les héritières, des fois, ils ont comme une genre de... comme une vie un peu aux fraises. Mais je veux dire, elle doit être assez bright pour voir que le gouvernement n'est pas la solution et qu'elle peut avoir
au lieu de donner de l'argent au gouvernement, qui pourrait avoir un impact énorme sur des jeunes entrepreneurs et sur la société et les futurs travailleurs que ces entreprises-là vont engager dans le futur. C'est incroyable qu'elle n'est pas capable de voir ça. Non, c'est incroyable, puis en même temps, je sais pas de quel milieu de quel milieu elle vient. Est-ce qu'elle étudie en économie ou sur les finances publiques, ce genre de choses-là, parce que des fois, c'est le bagage qui est absent qui fait en sorte que bon, on se tourne vers des réflexes qui sont un peu plus, on va dire, socialistes, pour dire ça ainsi. Puis je veux dire, même les personnes riches peuvent être effectivement plus à gauche, qui est assez parfois contradictoire, là, ou à la limite paradoxal, mais il n'en reste que, tu sais, effectivement, au Québec, on a quand même un paquet de paradoxes à ce niveau-là. Je veux dire, d'ailleurs, il y a eu plusieurs sondages qui ont été publiés dans les dernières semaines. Nous, on avait sorti un sondage où est-ce que le trois quarts des Québécois veulent une baisse de taxes sur l'essence. On a aussi sorti un sondage au début de l'année qui dit que le 2 tiers des Québécois sont d'accord avec les coupures dans la fonction publique pour réduire les effectifs. Il y a un autre sondage qui a été publié, entre autres, là, tout par des firmes légers, par la firme léger qui disait que le 2 tiers des Québécois sont prêts à accepter une baisse ou des coupures dans les services publics, quitte à ce que ça ait un impact sur les services, littéralement. Quoique, rendu là, je me dis, ben, si t'es pour avoir moins de services, c'est supposé payer moins d'impôts, mais il n'en reste que tout le monde s'est aligné dans cette direction-là quand on regarde les sondages. Puis après ça, tu as un sondage qui est commandé par Québec solidaire. Le 3 quarts des Québécois sont d'accord pour qu'on taxe les ultra-riches. Il y a quand même, alors que la réalité, c'est la raison pour laquelle on fait le ménage, qu'on veut donner de l'air aux contribuables, qu'on veut réviser l'ensemble des dépenses gouvernementales, c'est justement pour ne pas avoir à se tourner vers les colonnes de revenus. Mais il y a un narratif qui se crée qui est assez difficile à percevoir, mais on sait qu'il l'alimente, ça c'est clair. Mais pour venir sur les fameuses dépenses du gouvernement, parce que tu as mentionné les revenus, puis le fait que le gouvernement va quand même chercher 164 milliards de dollars en revenus, si on regarde la colonne des dépenses, en 2018, la CAQ arrive au gouvernement, le gouvernement il dépense 108 milliards à ce moment-là. Cette année, ils vont dépenser 170 milliards. C'est quasiment c'est 62 milliards de dollars de plus par année qu'on dépense en 8 ans. Puis pourtant, je veux dire, on perçoit pas d'amélioration, puis il y a personne qui va me dire que qui peut me justifier comment est-ce qu'on peut avoir fait sauter les dépenses comme ça, alors qu'il n'y a rien qui s'est amélioré tant au niveau des infrastructures, ou est-ce qu'on voit des déficits de maintenance qui s'accumulent, que la qualité des services et leur accessibilité. En contrepartie, quand on regarde la colonne des impôts, en 2018, le gouvernement allait chercher dans nos poches juste l'impôt sur les particuliers, sur l'impôt sur le revenu. Il allait chercher 31 milliards dans nos poches. Cette année, c'est 51 milliards de dollars qu'ils vont chercher dans nos poches. Fait que quand on entend des propositions comme ça de hausser les taxes et les impôts, peu importe sur la classe, qu'on parle des riches, des ultra-riches, même si je crois pas à ce concept-là, ou qu'on parle de la classe moyenne ou des simples automobilistes à coup de taxe carbone, on oublie, en fait, on occulte complètement la réalité que le gouvernement n'a jamais été chercher autant d'argent dans nos poches, puis drastiquement plus qu'il y a 8 ans. Il n'a jamais autant dépensé, et ça, drastiquement plus qu'il y a 8 ans, et il n'y a rien qui s'est amélioré. Mais il n'y a personne qui s'intéresse à cette notion de, c'est parce qu'on peut pas taxer davantage. Il faut couper. Il faut arrêter d'en demander davantage à une économie qui est déjà étouffée, qui est déjà trop réglementée, trop subventionnée, trop taxée et qui fait en sorte qu'on a une des pires productivités en Amérique du Nord. C'est frustrant. Je vous l'avoue, à la fin de la journée, mais le Québec est pris dans ce paradoxe-là. C'est pour ça que le narratif qui est maintenu par ces médias-là doit être combattu bec et ongle. Puis c'est pour ça que d'ici les prochaines élections, il va y avoir du travail à faire parce que pour l'instant, ce que je perçois parmi les partis politiques, c'est qu'il y en a un seul qui sérieusement parle de réduire les dépenses du gouvernement puis de s'attaquer, de faire une révision des programmes, c'est le Parti conservateur du Québec. Ils ont un siège au 125, les meilleures projections leur en donnent une dizaine. S'il y a une victoire, on s'entend. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le maximum de partis politiques, le Parti québécois puis le Parti libéral, qui sont les deux prétendants à la gouvernance du Québec, s'engagent dans la même direction, mais c'est clairement pas ça qui est présenté pour l'instant, parce que les deux s'entendent pour dire que ce sera pas très bon pour les électeurs de leur côté. Ben finalement, c'est ça. Il va y avoir un combat à faire pour s'assurer que ces partis-là changent leur fusil d'épaule parce que sinon, ils vont effectivement boire le Kool-Aid qui leur a été servi par les médias subventionnés puis par les différents commentateurs. Nicolas Gagnon, contribuable.ca. Le vrai Gagnon sur X. Pause, on revient. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out.
contribuable.ca, écoute, tous les gros dossiers au niveau du gouvernement fédéral et même provincial, avec la Fédération canadienne des contribuables. Ça prend des gens pour les checker, hein? Ça prend des gens pour les checker parce que c'est des snorros. C'est des snorros, ça prend du monde pour les checker pas à peu près. Donc, Nick, on y va avec Jeff et Jerry. 129 600 emplois à temps plein perdus lors des 12 derniers mois au Québec. Dans toute l'histoire de la guerre avec les États-Unis, donc l'histoire de tarifs et tout. Puis d'après moi aussi, il y a un lien avec le modèle québécois parce que Éric Duhem écrivait en fin de semaine qu'après sa visite dans l'Ouest, puis il nous en a parlé jeudi quand il est venu, on a passé le podcast vendredi, il nous disait que dans l'Ouest, dans le reste du Canada, incluant même l'Ontario, qui n'est pas la province la plus en forme depuis une couple d'années, même l'Ontario crée pendant ce temps-là des nouvelles jobs. L'Ouest en a créé beaucoup et le Québec tire de la patte. En fait, c'est le cancre de l'économie canadienne avec 129 600 emplois à temps plein perdus. Ça cache quoi? Ça dit quoi, ça, pour le Québec? Quels sont les impacts pour les contribuables québécois si jamais le taux de chômage augmente et continue à augmenter en ce moment? Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ça? Ben, nécessairement, si le chômage augmente, ça veut dire que le gouvernement, ben, il va avoir moins de contribuables à imposer. Donc, ça veut dire que ça va affecter les revenus du gouvernement. Inévitablement, ça risque d'accroître les déficits, ça risque d'accroître le coût de la dette sur le dos des contribuables également. Donc, ça, d'un point de vue macro, c'est pas mal l'impact direct. Maintenant, l'impact, ce qu'on peut voir d'un point de vue micro, il y a plusieurs éléments qui mènent à ça. Le monde a tendance à penser que c'est uniquement lié à la guerre commerciale. C'est sûr que c'est quand même l'éléphant dans la pièce, mais il y a plusieurs autres facteurs qui sont liés à notre productivité qui font en sorte que les investissements ont stagné au Québec en recherche comme en développement au cours des dernières années. Les investissements étrangers aussi ont stagné. Les investissements dans le domaine minier ont également stagné. Puis là, c'est sûr que si vous avez un marché qui se trouve à être plus intéressant au niveau de l'imposition puis des règlements, puis sur l'aspect réglementaire, comme les États-Unis qui font de l'œil aux investisseurs beaucoup plus que le font le Québec, que le fait le Québec, ben c'est sûr que ça fait en sorte qu'on perd peut-être des opportunités à ce niveau-là. Mais il y a un autre problème qui est plus large encore. Puis ça, c'est un problème que même en tant que représentant pour la Fédération canadienne des contribuables, j'ai un peu de la difficulté à l'interpeller directement, mais c'est la question de la natalité puis de l'état de la démographie québécoise. La réalité, c'est qu'on a une population vieillissante et déclinante. Et inévitablement, quand tu as une population vieillissante et qu'en plus que ta natalité est quoi, 1,33 bébés par famille, bon, j'ai pas tant contribué à ce niveau-là, fait que je vais prendre la part de responsabilité, mais il n'en reste qu'à la fin de la journée, on tire la patte, on tire la patte pas à peu près, et ça fait en sorte qu'on va avoir comment dire, un nombre de contribuables de plus en plus restreint dans lequel on va pouvoir piger dans leur poche pour être en mesure de faire fonctionner le système comme tel. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus, en tout cas, c'est pour ça que je trouve que c'est insoutenable tout ce qui est proposé en disant on devrait augmenter les taxes sur les contribuables davantage pour soutenir le système. Non, il est déjà insoutenable de par la nature même, de par l'état de notre démographie puis de notre natalité. Maintenant, je tomberai pas dans le discours nataliste parce que la réalité, c'est qu'au Québec, on ne manque pas de programmes ou de politique nataliste. Là. Je veux dire, ça a l'air bizarre ce que je veux dire, mais le Québec est une des places en Amérique du Nord, voire en Occident, qui a le plus de politiques natalistes qui sont déployées. Là. Que ce soit les CPE, que ce soit l'IVC, que ce soit les allocations pour enfants, que ce soit les crédits, que ce soit les papas qui travaillent pas pendant des semaines. Les papas qui travaillent pas pendant des semaines. Les beaux congés de paternité. Tu sais, c'est quand même... Ça n'a rien fait. Ça coûte de l'argent aux entrepreneurs, ça coûte de l'argent en productivité. Puis je peux comprendre là, que pour une femme qui a un enfant puis qui accouche d'un deuxième, d'avoir son chum à la maison, puis qui est là le matin, justement, d'aller jouer une petite ronde de golf en après-midi, que c'est chum vu qu'il est en congé, c'est le fun, là. Mais je veux dire, il y a un prix à ça, là. Ben, c'est ça, puis c'est quand même très paradoxal parce qu'on est une des places qui encourage le plus la natalité, puis on est une des places avec la plus faible natalité en contrepartie. Rajoute à ça le fait qu'on a une population déclinante parce qu'elle se renouvelle pas suffisamment malgré l'immigration, et qu'en plus, ben, on a aussi un débat sur l'immigration parce qu'il semble que des partis politiques en veulent moins. Puis là, en plus, on rajoute à ça le fait qu'on a une population vieillissante qui s'en va de plus en plus vers la retraite.
ça nous amène dans un impasse au niveau de nos finances publiques qui risque d'être énorme. Puis là, on a deux solutions. Soit on réforme le modèle puis on coupe dans les dépenses solidement, ou sinon on maintient le statu quo comme le recommandent tellement de commentateurs puis d'experts qui disent qu'on devrait augmenter les taxes au niveau municipal pour combler les déficits structurels puis augmenter les taxes carbone, etc. parce que il faut qu'on aille chercher plus d'argent pour l'électrification. Fait qu'au final, on a deux discours. Mais il y a, pour moi, la seule approche qui est responsable, c'est une révision complète du modèle des dépenses du gouvernement. Puis pour l'instant, tant qu'on s'engage pas là-dedans, on risque d'avoir une économie qui va stagner. Puis le fait qu'on ait des pertes d'emploi, tant qu'à moi, c'est juste un symptôme par rapport à une crise plus large qui s'en vient. Est-ce que tu as encore 3-4 minutes avant de nous quitter ou t'es correct? Absolument. Peux-tu me parler de C22? Parce qu'on en a parlé entre nous autres. Ensuite, on en a parlé avec Joe Hamel. Moi, regarde, peut-être que je suis un peu fou là-dessus, là. Mais je pense que C22, c'est beaucoup plus large qu'on pense. Mais c'est coulé dans le béton, ça, ou c'est juste du... C'est un projet de loi. Ah, c'est un projet de C'est un loi. projet de loi qui est étudié en ce moment. OK, mais ça n'a pas été amendé rien, là. C'est un projet de loi de Ça n'a même. pas encore été voté, ça n'a OK. pas encore... Mais il y a juste des choses. Là, c'est pour ça que c'est important que les compagnies interviennent et disent, regardez, si vous passez ça, nous, on s'en va. Incluant des compagnies canadiennes. NordVPN l'a fait officiellement. Apple l'a envoyé un message clair. Les gens de Signal, qui ont 70 millions d'utilisateurs par jour à travers le monde, l'ont dit également. Même chose pour une autre compagnie de VPN canadienne qui est basée à Toronto, qui a dit non, nous autres, même si notre siège social est à Toronto, on s'en va au déménage, puis on s'en va, puis c'est terminé le Canada pour nous. On ne peut pas être un VPN, puis après ça, vous donner accès à nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Sinon, le VPN ne vaut plus rien. Donc, pourquoi on aurait des VPN si ça fonctionne comme ça? Mais moi, je pense que les politiciens savent très, très bien que les compagnies allaient les aviser comme de quoi que s'ils imposent un backdoor, parce que pour les gens, on l'a expliqué un peu, là, le C22, c'est que ça ouvre une porte dans votre téléphone, ça ouvre une porte avec les applications, ça ouvre une porte pour que le gouvernement puisse demander des choses avec une loi. Clairement, tu sais, pas besoin de demander à un juge. La loi va dire, écoutez, là, on veut avoir l'information sur telle personne, on veut savoir de quoi il a parlé, on veut savoir... Donc, votre vie privée est en train de disparaître avec C22. Non, c'est affreux, ça. On comprend que toute l'industrie technologique va se tenir entre elles. Puis moi, mon feeling, c'est que les politiciens puis les gens qui travaillent sur cette loi-là, les élus, tout le personnel alentour, savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ça ne passera pas. Ils savent très bien qu'il y aura une résistance full blast des compagnies technologiques. Mais je pense que ce que le Canada veut, un peu comme Fréchette a exprimé en France, on veut avoir nos bebelles à nous autres. On veut que le gouvernement crée Facebook. On veut que le gouvernement se crée un Amazon. On veut que le gouvernement crée toutes les bebelles puis que finalement, on soit complètement détaché des États-Unis dans le cloud, de tout. Puis là, après ça, on va dire, comment ça se fait que telle compagnie a quitté le Canada? On leur a mis des règles pour vous protéger puis ils n'ont pas aimé ça, les cowboys, donc ils sont partis. Moi, je pense qu'il y a une volonté là-dedans que les techs américaines quittent pour des raisons culturelles, pour des raisons de guerre commerciale, pour des raisons de contrôle. Ils veulent avoir un web, ils veulent avoir de la techno à la sauce chinoise où on a le contrôle sur nos bebelles à nous autres. C'est peut-être moi qui paranoïe, mais je pense que c'est beaucoup plus large qu'on pense, C22. Tu dis sauce chinoise, je dirais plein plus sauce européenne, voire sauce anglaise, parce que ça me rappelle un peu, là, on voit ça en Angleterre, là, de plus en plus de vidéos de gens qui se filment parce que la police débarque chez eux pour dire, écoutez, vous avez publié ça sur Twitter, vous avez publié ça sur Signal, sur des applications qui sont soit encryptées ou pas, qui sont publiques ou pas, puis là, le monde se font souvent emmener au poste pour faire une déposition, ou peu importe, là, je connais pas tant le processus légal à ce niveau-là, mais on est vraiment dans la même logique. Le C22 qui s'appelle le Lawful Access Act, c'est vraiment, c'est donner un backdoor access au gouvernement pour justement avoir accès à toutes les données numériques dans le cadre, on dit, d'une enquête criminelle. Puis je me sens entre guillemets parce que ça peut être très large la manière que c'est impliqué et interprété. Puis ça va dans la même suite logique que d'autres projets de loi qu'on a vus auparavant qui se sont concrétisés comme C11 et C18. Si vous avez pas, si sur Facebook présentement vous voyez pas de nouvelles, c'est à cause de ces projets de loi-là. Puis on s'entend que ça vient avec plusieurs. En ce que C22, ma compréhension, c'est que ça va encore plus loin que tout ce que peut être imaginé jusqu'à maintenant. Ça permet, je pense, aux autorités d'aller chercher plus d'informations sur les utilisateurs via
des applications qui sont normalement encryptées, Signal, Telegram, WhatsApp et compagnie. Ça oblige les fournisseurs de services numériques et des télécommunications à conserver des métadonnées pendant plus d'1 an de temps. Donc, ça affaiblit en fait littéralement la notion de chiffrement de données parce que ça va amener un risque au niveau de la sécurité des données qui sont conservées. Puis, tu sais, bref, ça vient avec un paquet de contraintes qui vont s'appliquer sur des entreprises qui vont effectivement juste dire, ben écoute, si c'est rendu si compliqué que ça, opérer au Canada, pourquoi est-ce qu'on resterait ici? C'est pas comme si c'était le plus gros marché au monde, c'est 40 millions d'habitants. Il y a, allons en Inde, allons en Chine, allons en Asie ou en Afrique. On n'a va pas à trouver perdre de mieux. temps avec le Canada, un petit marché gros comme rien, pas très riche. On ne commencera pas à se faire chier là. Ben, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, on parle plus juste de Signal puis de NordVPN. T'as quand même Apple, Meta puis Windscript, pardon, qui sont tous comme liés contre ce projet de loi-là, puis qui laissent entendre que, ben, écoute, dans le cas où ce projet de loi-là s'appliquerait, ben, ils seraient peut-être intéressés à aller ailleurs. Je veux dire, de un, au niveau de la liberté, au niveau de la confidentialité de l'information puis des libertés individuelles, c'est un très, très gros risque, là, parce que, je veux dire, c'est le début d'une pente glissante comme on peut le voir en Europe. Puis de deux, ben oui, ces entreprises-là s'envoient quel message au reste du marché, au reste des investisseurs étrangers? Quand tu as des géants comme Apple qui disent que le Canada, c'est pas une place pour la business, c'est grave, là. Je veux dire, quand tu as Facebook qui dit ça déjà qu'on n'a pas accès à l'information, là, imaginez si ces plateformes-là ne deviennent tout simplement plus accessibles du jour au lendemain. On tomberait dans, je veux dire, ça prend pas beaucoup de projets de loi pour nous rapprocher tranquillement d'un genre de monde dystopique. Je dirais pas Corée du Nord, mais on commence à ressembler pas mal à ça. Mais moi, je le vis. Au niveau du contrôle de l'information. Là. Moi, je le vis pour vrai. Là. Tu sais, moi, j'ai 2 vies. Donc, j'ai une vie ici et j'ai une vie aux États-Unis. Donc, j'ai mes affaires aux États qui sont des postes de nouvelles. Mon poste de nouvelles là, de CBS à West Palm Beach, mon journal. Il y a une autre source d'information que je suis sur Instagram. Puis à tout bout de champ, je reçois des notifications comme de quoi qu'il y a une nouvelle vidéo, une nouvelle. Là, je clique dessus, mettons dans mon groupe Messenger là, de PSL News. Je regarde ça, ils m'ont dit toujours intéressant ce qu'ils font. J'ouvre ma patente, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas voir cette nouvelle d'où vous êtes actuellement. Tu sais, je veux dire, ça m'arrive 5-6 fois par jour. Tu sais, j'ai l'air de quelqu'un en Corée du Nord. Tu sais, je veux juste voir la nouvelle sur quelque chose qu'ils vont réparer sur une intersection. Ils vont rajouter une lumière parce qu'il y a un problème de circulation. Je peux pas le voir. Ça fait Corée du Nord. Moi, écoute, moi, là, je n'ai pas parlé avec ma femme, là. Mais moi, C22, si ça passe, je t'écrisse, là. Moi, j'ai trop pas ça. Non, tu vois, pas ça, il y a tellement des géants du tech qui vont te suivre. Là. Fait que, je pense, non, mais le pire, c'est que ça pourrait provoquer une exode, oui, du monde des techs, mais également des individus. Je veux dire, vous avez des gens qui font du journalisme d'investigation, vous avez des informateurs, vous avez mais des comment gens ça se fait qu'ils sont silencieux, eux autres? Pourquoi personne parle de ça? Pourquoi il n'y a pas de commentateurs qui parlent de ça? Honnêtement, parce que c'est nouveau, puis ben, c'est assez nouveau, on va se le dire franchement, puis on dirait que les gens ne comprennent pas encore la portée de ce projet de loi-là. C'est pas du tout couvert dans le monde francophone, d'ailleurs, de ma compréhension. Il y a quelques députés qui en parlent au fédéral, puis c'est tout. Mais sinon, il faut se rappeler d'une chose. Je dis ça en respect, mais aussi avec un certain reproche envers les médias de masse qui ont défendu ces 18 puis ces 11. Eux autres, ils voyaient ça comme étant normal que le gouvernement impose une tarification ou une taxe sur les entreprises, comme ils voulaient faire avec la taxe sur les services numériques qui a finalement été annulée, pour qu'on taxe les géants du web pour que ça verse des revenus aux médias qui sont en difficulté. Je veux dire, eux, ils voient ça. Là, maintenant, pour C22, je sais pas c'est quoi leur approche exactement, mais on est quand même dans la même tendance de on doit contrôler l'information, on doit prévenir le crime, donc automatiquement, pourquoi ça serait mal? Si vous avez un problème contre ça, c'est parce que vous avez quelque chose à cacher. Vous savez, c'est cette fameuse mentalité. C'est assez stupide parce que si on applique la même mentalité, pourquoi tu aurais la liberté d'expression si tu n'as rien d'intelligent à dire? T'sais, rendu là, mais la réalité, c'est que dans ce cas-ci, on est rendu à justifier et à légitimer, l'intervention du gouvernement à tous les niveaux dans la vie des gens si ça peut permettre à certains groupes de tirer leur épingle du jeu. On s'entend que les médias, tant aussi longtemps qu'ils vont rester subventionnés par le gouvernement,
n'auront pas de problème avec l'application des lois comme C11, C18 et compagnie. Le jour où est-ce qu'ils se font couper les vivres, ça va être les premiers à chialer, mais le mal aura déjà été fait. Donc, il y a une responsabilité de leur côté pour informer la population par rapport à ces risques réels de dérive qui sont avec des projets de loi qui, faut rappeler, se font par un gouvernement qui s'est patenté une majorité. Là. Oui. C'est aussi les conséquences de ça c'est ce qui arrive quand des transfuges trahissent leurs convictions. On se retrouve toute la population à finalement être peut-être affectée par des projets de loi qui pourraient transformer le Canada en un genre d'environnement dystopique. Là. Le Canada, c'est un pays en limbo. C'est un pays qui tient à rien. Ça tient avec des bouts de fil. Si vous voulez avoir la version complète avec Nicolas Gagnon, le vrai Gagnon sur X, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Comment faire? Bien simple. Vous allez sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine, elle est gratos. Et vous pouvez écouter tous les podcasts sur vos applications de podcasts préférées, dont Balado de Apple et bien sûr Spotify. Radiopirate.com. Le Boursicoteur vous est présenté par Groupe VR 185. Groupe VR 185, c'est 3 succursales pour l'achat ou la vente de votre VR. Planifiez la saison de camping avec nous. Action VR, chemin Filto à Saint-Nicolas. Caravane 185 à Saint-Antonin et Roulotte-Langlois sur le boulevard Sainte-Anne à l'Ange-Gardien. ActionVR.ca ou groupevr185.com. 100%. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry. Tu n'as-tu de la monnaie, toi? Oui! C'est de la monnaie. Ben, j'ai même de l'argent en banque. Oui. J'attends l'occasion. Je me disais, à un moment donné, les marchés vont me donner l'opportunité d'embarquer, puis ils n'ont jamais été vraiment... sont encore aïe. Oui. Y a pas eu ils ont cassé en avril. Oui. Mais ça repartit tout de suite. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. C'est pas assez pour dire, OK, on check un peu, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. Quand ça casse, ben, c'était peurant. Oui. Si ça casse un peu, tu dis, ouais, là, j'embarque. Ça n'a pas cassé assez. Boum, il repart par en haut. Ben, c'est ça. Là, tu dis, j'ai manqué l'opportunité. Fuck. Mais si dans ton portefeuille, monnaie, tu as un petit montant d'argent pour plus tard. Ben, moi, j'en garde pour SpaceX. Ah, voilà. J'en garde au mois de juin, là. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais il ne faut pas s'attendre. La face, c'est que SpaceX, il y a deux mentalités, Jeff. T'embarques pour profiter ou, mettons, tu dis, il va y avoir de l'effervescence. Ça peut brasser, ça peut descendre, monter. C'est sûr que ça va brasser. La planète Terre va embarquer dans le stock. C'est ça. Je vous le dis, là. Puis je blague pas du tout, là. Le plus petit trader, le gars qui est perdu à Singapour, toi, le boursicoteur ici au Québec, le gars à New York qui va mettre 500 000 de son argent, l'autre qui est dans... Vous ne pouvez pas vous imaginer la foire. C'est impossible de vous imaginer la foire. Sauf que si vous faites un play moyen-long terme, un play court terme, j'ai aucune idée de ce qui va se passer là-dedans. Aucune idée, ça va être un bordel. Play moyen-long terme, moi, je pense que ça peut être un très bon choix. Je pense non, c'est pas d'affaire que tu dis, OK, j'ai été dedans, j'ai fait 8 mois, j'ai fait une pause. Il ne faut pas avoir cette vision-là, je pense. Il faut avoir une vision plus à long terme que ça, parce que ça ne sera pas des actions à 5 cents. Ça va être quelque chose d'assez dispendieux. Mais en même temps, il faut faire attention, parce qu'il ne nous reste pas 100 ans. Hein? Oui, mais c'est ça l'affaire. Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour la suite? Attends, j'aimerais ça me faire plaisir un peu. OK, mais tu fais 3-4 ans. T'es pas bout d'âge, là. Tu fais 3-4-5 ans dans SpaceX, puis mettons que, je sais pas, moi, ça double. Mettons. On parle pour parler, là. Je dis pas que ça va doubler. Mettons que ça... si tu mets un 10 000, ton 10 000, il vaut 20. Exact. Fait que d'un CELI, ça peut bien faire. Mm-hmm. Ben oui, on s'entend dessus, un petit 10 en cadeau, CELI, c'est un 10, pas d'impôt. Pas de feuilles d'érable, puis pas de fleurs de lys. Pas de elbow sa tête. Rien de ça. Donne-moi mon argent. Bon, touche pas à ça, toi, c'est à moi. Yes. Yes. On parle du 11 ou 12 juin, donc pour l'entrée en bourse. C'est sûr que, ça veut dire, SpaceX, ils vont
ils vont faire un genre de roadshow. Ils vont présenter leur affaire. Parce qu'en réalité, la compagnie, c'est quoi? Oui, c'est des fusées. Hein, c'est ça, c'est le gros c'est le gros de la business. Et pour plus tard, parce que c'est ça l'histoire, là, de tous les contrats qui viennent avec la NASA, puis tout ce qui s'en vient dans le futur. Et c'est Starlink aussi. Starlink, c'est une machine à cash. Là. Oui, ça coûtait énormément de cash partir la business, mais là, je crois que ça rapporte à peu près 11 milliards par année. Une patente, une affaire de fou. Là. Starlink, donc ça, c'est une machine à cash, puis c'est tout en progression. Puis aussi l'AI, donc XAI, qui fait partie, autrement dit, de la compagnie. Donc, c'est le plus gros IPO de l'histoire. Okay? C'est garanti. Beaucoup de monde vont se positionner pour... c'est sûr que ça va toujours attirer au début les traders. Après ça, le monde qui ont de l'argent et qui trade. Là. Les day traders. Là. Mais il y a du monde qui vont être là dès le début pour, justement, pour se mettre une patte dedans pour plus tard. Donc, quand même, un investissement à long terme. Donc, c'est vraiment intéressant comme... Et on va le dire, je ne sais pas comment ça va virer. Mais moi, je pense que... Parce que je pense que je n'avais déjà parlé. J'avais pris une entrevue avec un gars, un gars de finance, là, un peu visionnaire, puis la patente. Là. Puis lui, il disait que, justement... Puis il a dit ça il y a peut-être 3-4 années. Là. Lui, il disait que, je pense que c'est en 2050, on va faire le même, que SpaceX serait... En 2040, SpaceX, ça serait la plus grosse valeur boursière et ça serait il serait loin, loin, loin en avance des autres. Très loin en avance des autres. Donc, c'est pour un placement, un placement moyen, long terme, je pense que c'est un bon play. Mais comme on dit, il n'y a rien de coulé dans le béton. Un stock, je me promène dans mes petites histoires. C'est une question qui est posée de temps en temps. Quand on parle de split et de reverse split en bourse. Donc, un split, c'est on prend l'action, on la divise en 10, ou ça peut être en 5, ça peut être en 2, ça dépend. Donc, quand une compagnie fait un split, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que... ce que ça fait, c'est que ça donne une possibilité aux plus petits actionnaires d'embarquer. Des fois, tu as des compagnies qui sont rendues à 5, 6, 700, 800, 1000 piastres l'action. Donc, ce qu'ils veulent, l'autre, c'est de splitter, donc d'avoir des plus petites parts, et ça aide les gens qui ont des plus petits portefeuilles à se bâtir un portefeuille, en avoir un peu dans leur portefeuille. Ça amène du nouveau monde, comme on dit, dans le stock. Donc, le split, c'est perçu, c'est positif. Là. Quand une compagnie fait un split, c'est positif. Puis imaginez, c'est pour ça que quand on voit, mettons une compagnie, mettons comme Apple, sur le long terme, il y a eu des splits, à un moment donné, après ça, 7-8 ans plus tard, il y a eu un autre split. Bien, ceux qui sont dedans à long terme, bien, tu splits une première fois. Puis là, quand le stock continue à monter, puis là, toi, ça splitte en 10, toi, tu en as 10 fois plus. Là. Donc, il y a une espèce d'effet multiplicateur du split. Donc, le split est vu d'une manière positive. Quand on fait un reverse split, c'est plus pour une compagnie qui se sauve le cul. Donc, la compagnie, l'action descend, l'action, ça va très, très, très mal. La compagnie ne donne pas le papier à la bourse, la marre des poignées. Là, son prix, des fois, l'action descend, puis justement, souvent, c'est même ça arrive. L'action descend en bas d'une pièce. Et là, quand l'action est cotée, pas sur les petites bourses, mais mettons comme sur le Nasdaq, et quand l'action est en bas d'une pièce pendant un certain temps, mais il y a un call. Puis ils disent, si votre action dans les 3 prochains mois est encore en bas d'une pièce, on vous déliste, puis on vous envoie au balai. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, pour sauver le cul, ils vont faire des reverse splits. Donc, l'action est à 50 cents, ils font un 10 pour 1. L'action est rendue à 5 piastres, mais ceux qui en ont, ils en ont 10 fois moins. Il y a un peu à patente. Donc, quand ça se remet à descendre, puis tu vas dire, ton cash,
il s'évapore, tout simplement. Donc, le reverse split, c'est mal vu. C'est plus pour sauver le cul. Tandis que le split, très, très positif. Et il y a une compagnie qui a fait un split dernièrement. Donc, je pense que c'est le 8 mai. C'est Carvana. CVNA. Donc, Carvana. Carvana, ça a fait un... Il fallait qu'ils split eux autres. Parce que eux autres, ils ont voulu attirer des nouveaux investisseurs. Parce que Carvana, c'est un stock qui a monté énormément. C'est quoi Carvana? C'est une business. Et ça a commencé. C'est drôle parce que ça a commencé, je pense il y a peut-être une dizaine d'années ou à peu près. Peut-être un peu plus que ça. Donc, c'est 3 chums, à un moment donné, qui ont décidé de partir une compagnie de vente de véhicules d'occasion sur le web. Donc, c'était l'idée de départ. Avec un service, ça veut dire des automobiles toutes vérifiées, battantes. Donc, ils ont commencé cette business-là, une gang de l'Arizona, les gars de l'Arizona. Puis, tranquillement, pas vite, la business a bien été. Donc, je pense que c'est en 2012, c'est ça. C'est 2012 qu'ils ont parti ça. Et quand on rentrait en bourse en 2017, c'était très, très bon comme placement au début. Et là, ils ont profité justement de la COVID. Donc, les gens achetaient, tu pouvais même pas aller chez les concessionnaires, lui donner la main puis acheter un char. Puis le monde achetait des chars sur le web. Et ça l'a monté énormément Carvana dans la business du char usagé. On dit d'occasion. Là. Mais l'affaire, c'est que la COVID s'est terminée. Et là, l'affaire, c'est que la compagnie s'est endettée parce que les autres, ils avaient tellement investi d'argent pour grossir la business, puis ils l'ont fait très bien. Le problème, c'est qu'ils ont pesé sur le gaz un peu trop, beaucoup d'endettement, et la compagnie a failli fermer. Là. Ils ont frôlé la faillite, mais ils n'ont pas fait de faillite. Ils ont fait un comeback. Et là, depuis l'année passée, Carvana, ça a l'air d'être un détail. Là, tu dis, c'est des vendeurs de chars, mais là, c'est plus un détail. Là, les investisseurs l'ont blairé depuis quelque temps. Parce que Carvana sont dans la vente de véhicules neufs depuis 2025. Ah oui, tu avais déjà parlé d'eux autres. Hein? Oui, j'ai déjà parlé d'eux autres. Parce qu'ils sont spectaculaires. Eux autres, tu sais, mettons, tu vois, mettons, une tour de, je ne sais pas moi, 7-8 étages, vitrée, puis tu as des chars dans la tour. C'est comme une machine. C'est comme une machine distributrice à char. Dans le sens que le look, là, ça n'est pas une. Plutôt de la gomme, plutôt des gommes ballons. C'est ça, c'est des chars. Fait que le look Carvana, c'est toujours joué dans l'imaginaire parce qu'ils ont un look spécial. Là, c'est ça, en fait, c'est que depuis l'année passée, ils sont rentrés dans le marché du char neuf. Tu sais, quand vous achetez une Tesla, tu vas sur le web l'acheter. Tesla, c'est là que ça se passe. Tu vas sur le web, tu mets tes affaires, tes choix, tes patentes, puis tu achètes ton char. Mais c'est la même chose. Carvana, eux autres, l'affaire, c'est qu'ils sont rentrés dans le char neuf avec... ils ont acheté un concessionnaire, une franchise de Chrysler, Dodge, Jeep en Arizona. Donc, ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a un règlement, il y a comme une loi américaine, c'est que si tu veux, autrement dit, vendre sur le web des chars neufs, il faut que tu aies une concession. Il y a comme des règlements, ils sont comme pris que ça. Les autres, ils ont fait, on n'y est pas avec ça. Ils ont acheté un concessionnaire, puis ils se sont mis à vendre des chars neufs via l'application Carvana. Et la fin, c'est que là, ils vont te livrer ton char. Fait que c'est comme si moi, j'achète un char, je ne sais pas, moi, j'achète un char à Montréal, puis je reste à Québec. Mais je n'ai pas à monter à Montréal pour aller me chercher. Ils viennent me le livrer à Québec. Ils le mettent sur une flotte, puis ils me le descendent. Et là, Carvana, j'imagine que là, c'est limité à un pays. Là. Oui, Carvana, c'est américain. Exactement ça. Américain. La fin, c'est que là, ils ont commencé par un concessionnaire. Parce qu'il y a une entente avec Jeep, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Ils ont un concessionnaire. Juste pour dire, le concessionnaire de l'Arizona, c'est un tout petit concessionnaire quasiment dans le désert, dans le coin de Phoenix. Là.
Il n'est même pas à Phoenix. Là. Il est en dehors de Phoenix. C'est un petit concessionnaire. C'est le plus gros vendeur de Chrysler, Dodge, Jeep aux États-Unis. Ben, pourquoi? Parce que les gens achètent via Carvana un char neuf, mais qui vient de là. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils le livrent. Mais là, ils ont acheté des concessionnaires en Californie, acheté un concessionnaire un peu partout. Là, je pense qu'ils sont rendus avec 8, 9, une dizaine de concessionnaires. Mais là, quand tu vas chez le concessionnaire, là, il y a toutes sortes de marques. Non, si tu vas sur Carvana, oui, il y a toutes sortes de marques. Sur Carvana, mais quand ils achètent un concessionnaire, ben là, ils se concentrent sur... ils achètent vraiment... dans l'usager, c'est toutes sortes de marques. Mais dans le neuf, eux autres, ils ont une marque. Ils ont c'est Stellantis. Donc, c'est Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Okay. C'est la même compagnie. C'est ça qu'ils ont dans le neuf. Parce qu'ils ne se sont pas entendus encore avec GM. Ils ne se sont pas entendus avec Ford. Ford ont leur concessionnaire. Ils se sont entendus avec eux autres. Mais imagine, si un jour ils s'entendent avec GM... Mais ils pourraient s'entendre. Ils pourraient vendre plusieurs marques. Dans le neuf? Ben oui. Non, ils ne peuvent pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'éventuellement, si, mettons... Comme là, ils ont fait affaire avec une marque. Oui, avec Stellantis. Mais est-ce que... Parce que Stellantis leur a donné l'autorisation. Mais exclusif, j'imagine. Oui. Parce qu'eux autres sont exclusifs dans le sens que... Exclusif, c'est qu'ils ont un concessionnaire. Ils ont acheté un concessionnaire Stellantis. Oui, je comprends. Mais... mais mon point, c'est que dans le neuf, ils ne pourraient pas dire, oui, on a un Stellantis, mais maintenant, on a acheté un autre aussi. D'une autre marque. Non, mais ils n'ont pas. À date, ils n'ont pas acheté d'autres marques. Mais tu penses que ça pourrait arriver, ça? Non. Ben, ça se parle. OK, ça serait spécial. Oui, ben, le problème, c'est que les concessionnaires, eux autres, Ford, le gars qui a une concession Ford, il ne veut pas que Carvana vende du neuf. Le gars dit j'en ai une concession. Il veut pas, lui, il veut pas que Carvana vende du neuf puis qu'il livre des chars un peu partout. Là. Mais si ça arrive, Carvana, c'est l'explosion. Ils ont déjà explosé. Là. Ça va être l'explosion totale. En ce moment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais ils ont, comme je vous dis, ils ont à peu près une dizaine de concessionnaires Stellantis aux États-Unis. Et à partir de ces concessionnaires-là, c'est là que les chars neufs arrivent. Donc, c'est sûr qu'il y a des vendeurs, il y a des garages, je dis des garages, des concessionnaires Stellantis qui ne sont pas contents de ça. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la compagnie qui s'est organisée avec le patente. Là. Mais cette compagnie-là, c'est fou. Là. C'est-à-dire, les ventes, c'est astronomique. Là. Quand tu dis qu'il y a un petit concessionnaire perdu en Arizona, perdu, là. Je pense que c'était à 1 heure et quelques de char de Phoenix. Là. Un petit concessionnaire perdu et le vendeur numéro 1 de Stellantis aux États-Unis. My God. Je pense que c'est 100 km au sud de Phoenix. Même. Perdu, là. C'est le plus gros concessionnaire. Ils vendent des chars. Puis là, l'affaire, c'est qu'eux autres, Carvana aussi, ben, ils reprennent les chars des gens. Donc, tu achètes un Stellantis neuf, un Ram, un Dodge Ram, neuf, puis ton ancien pick-up, lui, Carvana, ils le reprennent. Donc, ils débarquent le truck neuf chez vous, ils rembarquent ton cadavre, ils amènent le cadavre, eux autres, à une place, et eux autres, ils peuvent leur passer dessus, réparer telle affaire, leur mettre en bonne condition, ils checkent les freins, telle affaire. Ils font un rapport. Justement, ils ont acheté, puis après ça, ils peuvent le revendre dans des enchères parce qu'ils ont acheté un réseau d'enchères. Le plus gros réseau d'enchères américain, ça s'appelle ADESA, ça appartient à Carvana. Ils les ont achetés il y a quelques années. Donc, c'est un empire du char et, ça veut dire, parce que, comme je vous dis, c'est la loi par rapport au char neuf, parce qu'il y a une... Tu peux pas... Stellantis l'a fait, mais tu peux pas... Il y a une loi américaine qui dit, mettons, que tu es un concessionnaire. Ça faut que tu sois un concessionnaire pour vendre du neuf parce que le char vient de l'usine directement. Mais tu peux pas dealer directement avec l'usine. Mais c'est ça qu'eux autres, ils font, Carvana, ils dealent avec l'usine, entre parenthèses, directement. Mais les tentacules, ils sont partout, là. Là ça n'arrête pas, là. Puis
sont très, très forts dans l'usager. Mais la face, c'est que les marges de profit, ça, je ne savais pas. Les marges de profit, je m'en doutais un peu, mais sont beaucoup mieux dans le neuf que dans l'usager. L'usager, il y a des marges intéressantes, mais pour Carvana, le neuf est plus payant que l'usager. Mais c'est les kings. C'est-à-dire, c'est vraiment les kings. Donc, c'est un stock qui a splitté, ça. Le code, c'est CVNA. Split. Un stock qui est rendu... Bon, là, quand il a splitté, le stock est dans le coin de 80$. Quand il y a eu le split, en ce moment, il est dans le coin de 65 ou un peu dans ce coin-là, grosso modo. Mais si on regarde, mettons, le graphique, il est un petit peu en bas de sa moyenne mobile 200 jours, mais il n'y a pas de stress. Je vous le dis, là, ils n'ont pas fini de grossir encore. Eux autres, c'est quoi le code? Donc, je sais que tu ne fais pas de recommandation, mais je prends en note. C'est CVNA à New York. CVNA sur... Les earnings cette semaine sur le... aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour. Il se passe quelque chose. Là. Ah, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des résultats financiers de NVIDIA sur le close aujourd'hui. Donc, c'est... la planète entière attend après ça. Là. Vous voyez un peu la patente, là? Je lisais des articles boursiers d'Europe, puis ça parle d'NVIDIA. C'est l'attente. On l'attend de voir NVIDIA. Mais l'affaire, c'est que c'est sûr que le graphique est beau, tout est correct. Là. Tout est parfait. Mais moi, je ne suis pas un expert. Je suis juste un raconteux, un gars qui fait des pizzas. Mais les analystes ont des grosses attentes sur NVIDIA. Souvent, quand les analystes ont des grosses attentes, bien, c'est dur de battre les analystes. Pour que le stock pop sur les résultats, il faut que tu battes les analystes. Ou être kiff-kiff. Mais souvent, il faut battre les analystes. Il faut surprendre les analystes pour que le stock monte. Mais les analystes demandent déjà beaucoup. Donc, c'est le côté un peu stressant d'embarquer avant. Moi, mettons que j'ai à décider. Est-ce que j'embarque avant NVIDIA? Là, non. Pas parce que j'aime pas NVIDIA. C'est pas ça. Non, parce que je ne vais pas guesser les earnings quand les analystes ont trop d'attentes. J'aime ça quand ils ont un peu moins d'attentes. Je les connais, là, ils sont assez sauvages. Mais quand même, si les résultats sortent, puis NVIDIA, mettons, descend une marche ou deux, bien, ça peut être le temps de faire on ne fait pas de recommandation d'achat, mais ça peut être le temps de faire un in. Et là, l'histoire, ça peut être vraiment intéressant. Et aussi, jeudi matin, demain matin, Walmart, le stock est à 134$. Et les actionnaires de Walmart long terme, félicitations, parce que Walmart a poireauté pendant un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Des années même. Le stock est assez poireauté. Et puis là, Walmart est vraiment... Le stock est en breakout, je te dis. Le stock est en breakout. Les résultats, c'est demain matin. Puis est-ce qu'il va continuer son breakout? En ce moment, ça a l'air que oui. Aussi, demain matin, John Deere, gros stock, John Deere. Moi, je ne toucherais pas à John Deere avant, mais la fait, c'est que la moyenne mobile 200 jours est haussière et le support est à 500, donc c'est 520$. Le support. Donc, John Deere, acheter sur le support, ça peut être intéressant. C'est-à-dire vraiment. Là, donc, c'est plutôt qu'il y a une baisse dans le coin de 520$ ou grosso modo, John Deere, sur le support, ça peut être vraiment le fun. Il y a un stock. Je dis, oui, mais cette semaine, y a-t-il un stock intéressant à acheter pour prendre une chance, d'une manière? C'est essayer les earnings, donc embarquer dedans avant, puis s'attendre à des bons résultats, puis que ça monte. Bien, on l'a vu aujourd'hui, TJ Maxx, les magasins. Là. TJ Maxx, c'est Marshall, les magasins de vêtements, les magasins de cossins, les magasins pour... les magasins, mais la face, c'est que ces magasins-là, c'est quoi? Bien, c'est des magasins à prix abordable. Ça veut dire, le monde, il rentre chez Winners, c'est à eux autres. Ça. Tu rentres chez Winners, ils n'ont pas toujours le même stock. Ils ont des prix spéciaux. Tu vois une paire d'espadrilles Nike qui valait 120$, tu les as à 40$.
Si tu les prends pas, ils n'auront pas de main. D'autres, ils ont des stocks de même qui va et qui vient. Puis, ben, cette business-là, ça va bien. Donc, les résultats de TJ Maxx, puis là, le stock est en pré-market aujourd'hui, un matin. Puis il roulait pas pire en pré-market. Mais la face, c'est que le numéro 3 aux États-Unis, parce que tu as TJ Maxx, tu as Marshall, qui est dans le même style. Puis ça, c'est la même compagnie. Ça, c'est 1-2. Puis le numéro 3. Le numéro 3, c'est Ross Stores. Ross, j'ai déjà jasé de Ross il y a quelques temps. Là. Ross, c'est 1900 magasins dans 44 États. Donc, eux autres, c'est le fameux Dress for Less. Ross, c'est... je comprends que le stock a taponné pendant un bout de temps. 2023, 2024, 2025, ça a taponné. Mais là, depuis la fin 2025, on était dans le coin de 100 piastres. Justement, ça a taponné entre 100 et 150 piastres. À peu près sur quoi, 3 ans et quelques. Là. OK? Ça a taponné. Mais là, début octobre, l'année passée, octobre 2025, octobre, novembre, perce le 150. Commence à monter. C'est ça qui est rendu à 230 piastres. Il a pris 80 piastres en 5 mois. Ross était watché. Moi, je peux vous le dire. Ross est watché. Puis là, il y a des rumeurs qui courent présentement que les revenus auraient une hausse. Donc, le trimestre qu'ils vont présenter là, il y aurait une hausse de ça, c'est des rumeurs qui courent, qu'il y aurait une hausse de 11 % sur l'année passée, qui serait énorme. Tu sais, c'est une business qui approche, c'est 22,7 milliards de chiffre d'affaires. C'est du stock et c'est énorme. C'est énorme. Puis les marges de profit chez Ross sont excellentes. 9,5 % dans ce coin-là. Donc, eux autres, s'ils vendent beaucoup, ils font beaucoup de cash et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est les troisièmes dans le magasin abordable américain, chaîne de magasins abordable. C'est du beau stock, là, mais c'est un peu comme TJ Maxx et Marshall. C'est le même principe. Et beaucoup de madames. Beaucoup de madames adorent aller fouiner là. J'ai le petit chemisier, la petite patente, le morceau de linge qui valait sur les 10 piastres, bien là, tu l'as à 30 piastres. Puis, vous voyez un peu patente, mais il faut faire attention à notre argent. Mais ces magasins-là sont pleins de monde. Plein de monde. Moi, je pense que Ross va avoir des excellents résultats. Et justement, les résultats, c'est vendredi matin. C'est intéressant. Et juste pour revenir un petit sur NVIDIA. T'sais, NVIDIA, les résultats, justement, sur le close. On parle des GPU, les puces Blackwell, les data centers. Puis ça, c'est mon boursicotage. Là. Puis le boursicotage, il y a de la lecture, il y a du fouinage. Puis, j'ai aimé un peu ce que... C'est Jensen Huang, le grand boss, le boss de NVIDIA, le gars qu'on voit tout le temps. Il paraît qu'il est avec sa femme depuis tout le temps, depuis qu'ils sont jeunes. Ils sont ensemble. Il n'y a pas... puis toutes des fois, les espèces de vedettes les vedettes boursières, les vedettes des grosses compagnies, souvent le gars, il se reprend plus jeune. Là. Mais lui, non, je pense qu'il est avec sa femme depuis tout le temps. Monsieur Huang, Jensen. Mais lui, c'est lui qui se met les plaquettes dans les mains là, sur le stage. C'est mégastar, là, ce gars-là. Là. C'est le boss d'NVIDIA. C'est le CEO d'NVIDIA. D'NVIDIA, c'est une star. C'est comme une vedette d'Hollywood. Là. C'est le même qu'on le voit d'une manière. Et c'est que l'AI, présentement, ben c'est ça, on est là-dedans présentement. Là, l'AI. Mais l'AI, c'est pas juste une révolution logicielle en tant que telle. C'est un projet, puis ça, c'est lui qui le dit, c'est un projet d'infrastructure mondiale. C'est que pour avoir de l'AI le plus... Parce qu'on commence dans l'AI, imaginez-vous, on va juste commencer. Vous voyez la force de ça, c'est inimaginable. Ils crisent du monde à coût de 100 personnes dehors, les compagnies, parce qu'ils n'ont plus besoin de monde. C'est l'AI qui prend la place. Là. Donc, le futur de l'AI, c'est énorme. Là. Mais en fait, c'est que
comme il dit, c'est pas juste une révolution logicielle en tant que telle. C'est de l'infrastructure. Il faut que ça marche. Pas de courant électrique, il n'y a pas d'AI. Là. Pas de courant, il n'y a pas d'AI. Les besoins énergétiques, OK, ça va être, dans les prochaines années, là, ça va être 1000 fois supérieur à ce qu'on a présentement. Ça va prendre du juice à côté. Mais le juice, il faut l'avoir. Mais on parle de refroidissement, on parle de réseau électrique, de câblage, toute l'infrastructure industrielle, bâtir les places, bâtir les réseaux. Le courant qui arrive au data center, il arrive de quelque part. Mais le goulot d'étranglement présentement de l'AI, parce que l'AI explose, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça explose. Là, il est où le courant? Ah, il va venir, on va en avoir du courant. Non, ça en prend du courant. Oui, bon, on va en avoir du courant. Bien, c'est ça. Hey, tu sais, l'investissement, là, l'investissement dans. Tu sais, quand on dit l'investissement dans l'AI, l'investissement, il est sur l'infrastructure. On parle de 700 milliards par année d'investissement là, pour les 10 prochaines années. Tu caches. Il y a un stock que j'ai fait un petit texte sur mon Substack. Bienvenue sur mon Substack, jerrypizza.substack.com. Et c'est gratuit, payant si vous le voulez. L'affaire, c'est que j'ai fait un texte sur la compagnie Nvent. Nvent, donc Nvent Electric, c'est NVT à New York. Eux autres, c'est pas compliqué. Là. La business, il n'y a pas de. C'est pas des puces Blackwell puis des GPU. Là. Non, eux autres, c'est pas ça. Eux autres, c'est des composantes électriques, du câblage pour les centres de données. Tous les boîtiers, tout ce qui s'appelle électricité. Tu as une bâtisse, il y a toujours ce qui est électrique dans la place, c'est nous autres. Et le filage pour les dehors. Puis toutes les nouvelles technologies électriques qui viennent avec ça. Et tu sais, mon texte est du 13 avril. Le stock était quoi? Dans le coin de 125, 130 pièces? Il est rendu à 160 pièces. Pourquoi? Parce que Christophe, en ce moment, il y a une tendance, justement, sur comment dire, les infrastructures. L'AI, c'est le coco. Mais ça prend un body. Ça prend le corps. Sinon, si on n'a pas de courant, si on n'a pas de bâtisse, si on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, tu dis, on a des puces. On a des puces, il faut mettre du courant dedans. Mais si tu n'as pas de courant, tu n'as pas d'AI. Tu n'as pas de centre de données, puis l'AI va être l'AI, il n'y aura pas de progression. Parce que ça va être comme il est là. Il ne pourra pas grandir. Il n'y a pas de jus. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus basique que ça. Là. Et là, la face, c'est des compagnies. Puis ça, c'est mon prochain texte. Justement, mon texte que je vais faire, parce qu'il est déjà bâti, mais il faut que je repasse dessus tranquillement, pas vite. C'est mon prochain texte, justement, sur mon Substack. Mais il va être gratuit, ce texte-là. Il va être pour tout le monde. Donc, si vous voulez le lire. Mais ce texte-là va être sur la photonique. Parce qu'en ce moment, les stocks de photonique, en ce moment, depuis un bout, ils commencent à grouiller pas mal. Ça m'énerve. Je vous donne un exemple, comme mettons, le code, c'est LITE, Lumentum. Lumentum Holding. Mais tu sais, l'année passée, à peu près à la même date l'année passée. Là. C'est mai 2025. C'est un stock dans le coin de 100 pièces. 190, 95, 100 pièces. Lumentum. Le stock est à 900 pièces. Il a monté à au-dessus de 1100 à un moment donné. C'est à 900 présentement. Mais c'est quoi les autres Lumentum? Photonique. Parce que la bande passe, l'électricité, le courant électrique, tout ce qui. Ça passe par du cuivre. Là, le cuivre a une limite. Là, ça prend de l'optique, de la fibre. Et là, en ce moment, cette photonique-là, la fibre optique, je comprends que c'est elle qui rentre dans votre maison par rapport à l'Internet, mais cette fibre optique-là a des nouveaux power.
Et souvent, on parle aussi comme de laser. Donc, toutes ces technologies-là, très intéressantes pour passer de l'information. Bien, la photonique, présentement, le domaine, en général. Tu sais, on parle beaucoup d'NVIDIA, on parle d'AI, mais quand on parle, il faut regarder ce qui est autour de ça. Pour que ça marche, ça prend du filage. Puis le nouveau filage, bien, il y a beaucoup de cuivre, mais là, le nouveau filage, bien, c'est la photonique. Donc, justement, c'est la fibre optique. C'est toutes ces nouvelles ces technologies-là qui existent depuis longtemps, mais qui s'améliorent. Mais c'est là-dedans qu'il faut fouiller, boursicoter pour trouver des winners. Lumentum, c'en est un winner. Pas à peu près, là. Pas à peu près. Donc, mon prochain texte que je vais faire, il va être là-dessus, sur ce domaine-là, justement. Et puis mon petit Nvent, je dis petit, il est plus petit bien. Mon petit Nvent, je l'aime bien, parce qu'ils ont des contrats, puis dans le vertu des câbles, des patentes, ils vendent, ça va super bien. Je suis bien content de mon choix. Jerry! Yes, sir. Thank you pour le boursicotage. Et on vous rappelle, ça c'est bien important, que à chaque semaine, ben là, on avait une semaine de 4 jours, on avait une semaine de péquistes. Donc, au lieu d'être le mercredi, au lieu d'être le mardi. Au lieu d'être le mardi, là, c'est mercredi, on est le mercredi. Voilà. Donc, c'est la journée, on est offset d'une journée. Donc, le boursicotage, je l'ai présenté une fois par semaine. Et le boursicotage, vous l'avez à tous les jours si vous êtes sur Substack. Vous allez avoir des petits messages le fun, c'est gratuit. En puis, plus. Si vous en voulez un petit peu plus, bien, il y avait un petit peu plus de messages. Puis là, il y a un petit montant à payer. C'est quand même pas pire montant à payer, mais ça vaut la peine pour ceux qui boursicotent parce que des fois, tu as besoin d'idées, tu n'as pas trop de temps, tu as besoin d'idées. Ce qu'on me dit, ce que certains pirates m'ont dit... Mais il y a de la lecture à faire. C'est pas tout cru dans le bec. Des fois, il faut lire. Ben oui, c'est des textes. Il faut faire de l'argent. C'est pas des affaires sans effort. Là. Mais tu l'as en français. Mais quelqu'un m'a dit, tu diras, Jerry, que mon abonnement Substack, il est payé depuis longtemps pour plusieurs années. Donc l'abonnement annuel, il est payé depuis un bout de temps. Exact. Donc voilà pour le boursicotage. Tiens-toi. Et n'oubliez pas, le stock taponne. Le stock taponne. Le boursicoteur vous a été présenté par Groupe VR 185. Groupe VR 185, c'est 3 succursales pour l'achat ou la vente de votre VR. Planifiez la saison de camping avec nous. Action VR, chemin Filto à Saint-Nicolas. Caravane 185 à Saint-Antonin et Roulotte-Langlois sur le boulevard Sainte-Anne à l'Ange-Gardien. actionvr.ca ou groupevr185.com. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.